Bonsoir à tous. Bon, on ne va pas tarder à démarrer. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'était un peu une gageure d'organiser une conférence pour l'Ascension, où on sait qu'on veut profiter du soleil, aller au bord de la mer ou profiter de la campagne. Donc merci à vous d'être présents ce soir. Je remercie aussi Marc-André Sellos d'avoir pris avec nous ce pari. Je voulais remercier un certain nombre de personnes qui nous ont aidés à organiser cette conférence. Évidemment, tout d'abord la RPCV, donc l'Association du reboisement et la protection du sangle Sainte-Victoire, qui organise la conférence avec son président Jean-Pierre Matalia. Et je voudrais dire un remerciement appuyé à David Moiraf pour son investissement. Merci aussi au Rotary Club d'Aix-en-Provence, à son président Gérard Roth, à Gaëtane Gambier-Tureau, adjointe au gouverneur, et à Brigitte Reynaud-Voltaire. Merci aussi à l'association Arc Fleuve Vivant et à leurs coprésidents Christine Ferrario et Stéphane Salor, ainsi qu'à Nathalie Quin et Jean Laurence, qui sont présentes dans la salle. Merci également à Éric Escoffier de Permaculture Sans Frontières, au film du Delta, avec sa directrice Sylvia Vaudano, également présente avec nous ce soir, l'Association pour la sauvegarde du patrimoine roussetain, Incroyable comestible avec Roland Lesourd, la Biocoop de Sainte-Victoire, la médiathèque de Châteauneuf-le-Rouge, et avec Valérie Laby-Marcos, qui est avec nous également, les Colibris du Pays d'Aix avec Christelle Caparros, Graine Paca, le Lions Club Cézanne Doyen et sa présidente Françoise Covel, et les naturalistes de l'Étoile. Bon, j'espère que je n'ai oublié personne. En tout cas, merci à tous pour votre contribution et le relais d'information que vous avez effectué là, ces dernières semaines. Merci évidemment plus particulièrement à notre conférencier, Marc-André Sellos. Et je vais laisser la parole à Jean-Pierre Matalia, le président de la RPCV. Bonsoir à tout le monde. Donc, vous avez entendu, ça vous a été dit, je suis le président de l'association du reboisement et de la protection du sangle Sainte-Victoire, association qu'on a créée en 86, ici à Châteauneuf-le-Rouge, qui fête cette année ses 39 ans. Et depuis cette époque, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts, puisque nous avons planté 150 000 arbres à ce jour. Essentiellement nous avons planté que des feuillus, avec un taux de réussite, je dois dire, de 85-90%. Et en utilisant la méthode qui nous a été enseignée par Michel Tinon, qui est un scientifique de renom, qui est dans notre conseil d'administration depuis le début de l'association, qui a fait une conférence, qui a participé à une conférence avec vous aussi. C'est un pionnier de la datation des charbons de bois au carbone 14. Et depuis cette époque, depuis 39 ans, nous n'avons jamais arrêté. Alors je dois dire que notre association est composée que de bénévoles, que nous ne recevons aucune subvention publique. Nous avons arrêté de demander des subventions depuis 2015 parce que ça nous posait trop de problèmes. Et toutes nos plantations ont fait une journée d'entretien toutes les 3 semaines. Donc vous mesurez depuis 39 ans. Donc nous avons une certaine pérennité. Pour vous donner un exemple, l'an dernier, nous avons fait une plantation sur la demande du maire de Barbantane, Monsieur Daudet. On a planté 7500 arbres sur la commune de Barbantane. Que des feuillus, évidemment, avec un taux de réussite excellent pour le moment. On a été 20 personnes pour encadrer cette plantation qui a duré 1 mois, et on a eu, tenez-vous bien, 3000 bénévoles qui ont participé à cette plantation. Donc, je pense que le bénévolat est fondamental. Et d'ailleurs, on mise là-dessus. Je crois qu'il faut impliquer les gens. Et je suis très heureux de pouvoir continuer à le faire. L'année dernière, on a fait une plantation aussi à Aiguille. Là, cette année, on va faire une plantation cet automne à Saint-Canin. On
On fait aussi 2 sentiers botaniques qui sont, un est en cours de réfection, un autre va être fait aussi à Aiguille. De nombreux maires font appel à nous, parce qu'on a une méthode spécifique de plantation. On plante de façon très dense, très serrée, et de façon à ce qu'il y ait une évapotranspiration la moins importante possible. Et tous les arbres qu'on a plantés, on peut y aller au mois de septembre-octobre, il n'y a pas une feuille morte sur nos arbres qui ont été plantés. Parce qu'on a un climat au-dessous qui est tempéré, relativement tempéré. Lorsqu'on regarde des arbres isolés à l'extérieur de plantation, ils souffrent, certains meurent même avec les grosses sécheresses que l'on a. On a fait aussi un travail qui, pour moi, me semble important. On a fait un reboisement urbain dans un groupe de HLM, de Famille et Provence, avec lequel on a travaillé en partenariat à la Roque-d'Enterron, parce qu'il nous semble important aussi que la végétalisation des espaces urbains, qui est un véritable climatiseur aussi, prenne aussi de l'importance. Donc, vous êtes le premier à intervenir aujourd'hui, et vu quand même qu'on est sur un week-end, on doutait du fait qu'il y ait un nombre important de personnes qui viennent aujourd'hui. Mais je crois que le résultat est là, et c'est probant. Et je pense que cet automne, on va essayer de faire revenir le directeur du Muséum d'histoire naturelle, Bruno David, que vous connaissez, puisque vous êtes au Muséum national d'histoire naturelle, qui travaille sur la biodiversité, qui a fait un livre qui, pour moi, me semble important. C'est vers la 6e extinction. Vous serez tenu au courant de cette venue. Et donc, vous avez le nom de mon site, de mon mail. J'aimerais avoir des retours sur ce que vous pensez de cette soirée. Si vous êtes d'accord qu'on puisse faire intervenir d'autres personnes. Notre but aussi, c'est de travailler avec le maximum de gens possible. On travaille, je remercie le Rotary, parce que le Rotary nous a aidés financièrement. Parce que bon, vous imaginez bien qu'il a fallu payer la salle et tout, et le résultat de cette journée est quand même déficitaire pour nous. Donc je remercie le Rotary, parce que vous nous avez aidés de façon très importante financièrement. Et puis le travail que tu as fait quand même, depuis 1 mois et demi, je dois dire qu'on s'est remué entre David, qui est ici, qui va filmer la séance, parce que vous pourrez la voir, cette séance, sur notre site, rpcv.fr par la suite, si vous voulez avoir plus d'éléments, d'informations. Et voilà ce que je voulais vous dire. Donc j'attends vos retours aussi, parce que vous avez certainement des idées, vous avez des suggestions, des remarques, des critiques à nous faire, et je pense qu'on en tiendra compte. Et vous pouvez aller sur notre site aussi pour voir le travail que l'on fait et que l'on va continuer à faire, parce qu'on est des gens volontaires, et je crois qu'on va continuer comme ça, parce que la situation le mérite, et la situation le demande, parce qu'on est dans une situation critique, vu toutes les décisions qui ont été prises dernièrement. Et vous avez fait un bon article dans Le Monde il y a 15 jours sur la situation actuelle au niveau des pesticides, etc. Je pense que vous en parlerez certainement aussi. Vous avez fait aussi une conclusion sur un article dans Le Monde sur la sécheresse dans les pays du Nord, qui n'a jamais été aussi importante depuis 150 ans. Voilà. Donc, je vous remercie d'être venu. Je laisse la parole donc à M. Sellos pour... Nous avons ici monsieur le maire de Châteauneuf-le-Rouge. Je le remercie parce qu'il nous a fait un tarif préférentiel pour la location de la salle, et pour nous, c'est quand même important. Ouais. Merci, je vais être aussi court qu'en retard, donc je vais être très bref. Je voulais simplement vous féliciter pour cette initiative et dire que la commune de Châteauneuf-le-Rouge était sensible, pas que par ses associations et leurs responsables, mais toutes les questions environnementales nous intéressent au premier chef, sans que nous le disions trop souvent, mais nous sommes les pieds dans le sol, et ce sol en question dont vous parlez nous intéresse. Il est aussi notre préoccupation majeure depuis des années, puisque vous savez qu'à Châteauneuf-le-Rouge, nous sommes producteurs en autosuffisance de biens bio, de maraîchage. Voilà, donc on fait ça depuis 2018. J'arrête la publicité. Félicitations à vos hôtes, et puis bonne réflexion. Merci.
Voilà, alors merci à tous de cette introduction. Merci déjà à vous d'être venus aujourd'hui. Et merci aussi à cette action bénévole là, qui permet à la fois de concrètement réaliser des choses et puis aussi à l'action politique quand effectivement elle bouge. Il faut le saluer. Il ne faut pas dire que les politiques ne font pas leur boulot. C'est comme dans tous les métiers, il y a des cons et des lumières. Voilà. Et donc, je suis content d'être du côté de la lumière aujourd'hui. Alors, du coup, on va aller dans le sol. Là, il y aura moins de lumière. Hein. Moi, je suis venu vous parler de ça. Ça, c'est le sol et c'est quelque chose qui est assez méconnu, à la fois parce que c'est pas transparent, à la fois parce que, vous allez le voir, beaucoup des choses qui s'y opèrent ne se voient pas vraiment à l'œil nu, encore que. Et surtout, culturellement, c'est sale. Un cutéreux ou s'enterrer quelque part, tout ça, c'est des façons de dire que finalement le sol, c'est pas génial. C'est pas génial, mais en réalité, pourtant, c'est extraordinairement vivant et j'aimerais commencer par ça. Les sols sont absolument pleins de vie et cette vie, elle est avant tout microbienne et c'est ça qui fait qu'on passe à côté le plus souvent. Alors, c'est quoi les microbes du sol? Déjà, c'est les champignons. Alors, vous aimez bien les champignons, moi je les vois bien parce que je les cuisine. Non. La partie que vous voyez, en réalité, c'est ce qui fabrique des spores, des toutes petites cellules qui sont dispersées par le vent et, dans les conditions favorables, germent en un filament qui fait 10 millièmes de millimètre. Et voilà, la chose est dite, nos champignons vont se développer usuellement hors du visible, à des échelles que nous ne voyons pas. Ces filaments qui grandissent, alors tous ces films sont accélérés bien sûr, ils grandissent en s'introduisant dans le sol, une effraction dans le sol qui est suivie de ramifications et de recollement entre elles des ramifications, et qui fait que finalement vous allez obtenir un réseau microscopique qu'on appelle le mycélium. Alors ce mycélium, lui, se voit la plupart du temps pas. En revanche, la présence de champignons dans le sol, et notamment dans les sols forestiers, se voit assez bien, enfin non, se voit pas bien, mais se sent bien au sens de l'olfaction, car tout comme les champignons que vous épluchez quand vous allez faire votre omelette, hein, les champignons du sol, eh bien, vous voyez, ils produisent de l'octénol, une molécule qui a l'odeur de champignon, quand on brise les filaments du mycélium aussi. Ce qui fait que très souvent, vous pouvez détecter au nez la présence de champignons que vous ne pouvez pas voir. Et donc, si l'on observe bien avec tous ses sens le sol, la présence de champignons ne peut pas nous échapper. Bien. Autres habitants du sol, 10 fois plus petits que les champignons, là on est plutôt sur 1 millième de millimètre, les bactéries, qui sont faites de cellules isolées ou en petits groupes ou en courts chapelets comme des chapelets de saucisses. Alors, ces bactéries, elles sont très abondantes dans le sol et elles aussi, elles donnent des composantes olfactives au sol. Elles produisent, pour certaines d'entre elles, la géosmine, qui est une molécule qui donne l'odeur de terre. Et oui, l'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Donc vous ne les voyez pas. Mais quelque part, quand vous savez ça, vous voyez bien qu'elle marque indélébilement le sol. L'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries. Et d'ailleurs, cette odeur-là, quand il pleut et qu'elle s'échappe du sol et qu'elle se dilue dans l'air, parce que l'eau de pluie vient remplacer l'air du sol dans les pores, eh bien, ça contribue à l'odeur d'après la pluie, ce qu'on appelle le pétrichor. Et ça fait que chacun d'entre nous a senti les bactéries du sol après la pluie, même sans les avoir vues. Souvent, d'autres sens nous révèlent ce que les yeux nous cachent. Dans les microbes du sol, il y a aussi des choses qui sont un peu plus grandes que les bactéries. Ça, c'est une bactérie qui vous donne l'échelle. Ce sont les amibes. Des amibes, vous connaissez peut-être les plus grandes sous le nom de blobs. Les blobs sont visibles à l'œil nu, mais la plupart des amibes font 10 à 100 millièmes de millimètre, donc pas visibles non plus. Et alors là, ça sent pas, donc pour le coup, c'est des grands ignorés. Hein. Tout le monde connaît les blobs et méconnaît le fait que quand on rentre avec des souliers crottés, ben, ce sont des milliers d'amibes qu'on a sous les pieds aussi. Bon, c'est comme ça. Alors, c'en est fini les microbes. Quoi d'autre que des microbes dans le sol? De vivants, hein, bien sûr. Ben, des racines, d'abord. Ben oui. N'oubliez pas les racines, le tiers de la plante est souterrain. Alors avant de me ramener des animaux, n'oubliez pas ça, il y a des racines. On verra tout à l'heure si vous en souvenez. Et puis effectivement, j'ai entendu vers de terre, collemboles. Alors, il y a toute une vie du sol. Ça, c'est les collemboles. 3 paires de pattes comme les insectes, mais pas d'ailes, c'est proche des insectes. Ça, c'est un redoutable prédateur, un pseudo-scorpion. Il a l'avant d'un scorpion, mais pas l'arrière. C'est proche des araignées. On a aussi des nématodes, des petits animaux vermiformes qui ont la taille de filaments de champignons. On change d'échelle, des acariens, proches des araignées. Des myriapodes, dont les 1000 pattes et les iules, proches des araignées également. Des vers de terre, il n'est
pas rose, mais enfin c'est un ver de terre. Un coléoptère, là, bon, il y a une énorme diversité d'espèces animales dans le sol, c'est vrai. Il y a même des groupes comme les vers de terre que vous ne voyez jamais sur Terre. Tous les groupes animaux sont sortis historiquement de la mer ou des eaux douces. Certains, en sortant, n'ont pas pu s'adapter aux conditions sèches qui règnent sur Terre et donc ils sont sortis de la mer pour aller sous Terre. Il y a des groupes que vous ne connaissez pas en surface ou que vous voyez très brièvement en surface. Et il y en a beaucoup plus de groupes sous Terre que sur Terre. Alors maintenant, le bilan, c'est quand même un bilan microbien. Quand vous prenez un gramme de sol dans la paume de la main, vous voyez que c'est des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Si vous prenez un hectare par la pensée et que vous regardez le sol d'un hectare, vous êtes sur 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines. Vous comprenez pourquoi j'ai gardé les animaux pour la fin? C'est que bien qu'ils bougent et qu'ils soient souvent visibles, et que donc vous y soyez plus sensible, ça fait que, entre guillemets, 1,5 tonnes. Oui, ces animaux mangent souvent des bactéries, des champignons, des racines, et donc il ne peut pas y avoir plus d'animaux que de mangeailles. Logique. Tout aussi logique que le fait que la croissance, ce n'est pas possible à l'infini. Parce que si vous croyez qu'avec une ressource limitée, on peut faire plus qu'il y a de ressources, eh bien vous croyez à la croissance. Entre 25 et 60%, selon les estimations des espèces vivantes sur Terre, avec un grand T, vivent en fait dans le sol. C'est vraiment un des lieux de biodiversité les plus importants. Et en France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes. En France continentale, Corse non comprise, il y a 115 000 espèces de bactéries. Voilà, la réalité, elle est là, ça se passe dans le sol. Et d'ailleurs, la biodiversité, c'est une histoire surtout microbienne. En fait, le sol, il abrite dans les écosystèmes terrestres 50 à 75% de la masse vivante, c'est-à-dire qu'en fait, ça se passe au moins autant au-dessous qu'au-dessus, et en fait, souvent un peu plus dessous que dessus. Et comme toute la matière morte finit au sol, quand vous regardez toute la matière organique, c'est-à-dire les composants des êtres vivants, vivants et morts, la somme de la matière organique, eh bien, elle est surtout sous terre à 60 à 90%. Voilà. Alors vous allez me dire, ok, c'est des milliers d'espèces, c'est des kilos, c'est des tonnes. Bon, je partage votre avis, on s'en fout. En réalité, ce qui vient de se passer, c'est un petit peu comme quand on ouvre une pièce de théâtre et qu'on voit la liste des personnages. Vous savez que c'est une page qu'on passe très vite souvent, parce qu'on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce qu'ils vont faire dans la pièce. Bon, eh bien, allons-y. Vous allez voir qu'en fait, ils vont faire plein de choses et que ça, la biodiversité fonctionnelle, c'est le truc qui construit les sols et qui fait leur importance. Déjà, ce sol, il est fait de vie au sens où une grande partie de ces êtres vivants, par leur façon d'être, par le fait qu'ils s'alimentent et qu'ils vivent là, ils construisent le sol. Il ne vous échappe pas que partout où les routes sont gravillonnées, bétonnées, bituminées, il faut ramasser les feuilles mortes, alors qu'ailleurs, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en général, quand de la matière morte tombe sur le sol, elle disparaît. Elle disparaît parce qu'elle est tout simplement mangée par la vie du sol. Et une des grandes fonctions de la vie du sol, c'est de faire disparaître les ordures que jettent à profusion, notamment les plantes, sur le sol. Alors, je vais vous prendre un exemple de champignons qui mangent de la matière organique morte du sol. C'est les champignons qui font des rondes sorcières. Alors, on appelle ça ronde sorcière parce qu'on ne comprenait pas très bien comment ça se faisait autrefois. Donc, quand on voyait ça, paf, on prenait une fille, on la brûlait. Alors, je vous rassure, c'est plus nécessaire. Maintenant, on sait comment ça marche. En gros, il y a une spore qui est tombée au milieu et elle a commencé à grandir dans toutes les directions. Mais ces champignons-là mangent une partie de la matière morte des végétaux du sol. Et quand ils ont tout mangé, ils meurent de faim. Et ils continuent à grandir vers l'extérieur. Si vous avez un rond de sorcière, ce que vous voyez, c'est les parties reproductrices, mais il faut comprendre que le mycélium en dessous, il est en cercle. Et vous verrez que la taille du rond de sorcière grandit d'année en année. Donc, disais-je, à ce niveau-là, votre champignon, il est pris entre un front de mort, parce que c'est de la mort par inanition, et le fait qu'il grandit vers l'extérieur. Ok, ça c'est le mycélium qui est en dessous, qui se nourrit de matière morte. Et quand il se nourrit de matière morte, il fait la même chose que vous, ça lui sert à grandir un peu, vous grandissez des cheveux, des ongles, et puis vous refaites de la peau régulièrement, pas énorme, alors lui, il grandit beaucoup vers l'extérieur. Mais vous respirez aussi ce que vous avez mangé, vous détruisez ces molécules avec de l'oxygène pour en extraire de l'énergie, c'est la respiration. Et vous rejetez du CO2 par la bouche, par le nez. Les champignons produisent aussi du CO2. Mais aussi, quand vous avez brûlé des molécules qui contenaient de l'azote et du phosphate, vous le jetez dans le sang. Et au niveau du rein, l'azote, le phosphate qui viennent de la destruction des molécules qui vous ont servi à faire de l'énergie est récupéré pour faire de l'urine.
Vous avez donc compris pourquoi vous faites de l'urine. On y reviendra, hein, l'urine, c'est votre façon d'éliminer les cendres, en quelque sorte, liées au fait que vous brûlez à l'oxygène des molécules pour récupérer l'énergie et pouvoir bouger, vivre, parler, vous agiter. Ok, donc les champignons, dans cette zone de nutrition active, ils font comme vous, ils prennent de la matière, ça les fait grandir, et puis ça fait des déchets, et ces déchets-là, figurez-vous que c'est exactement ce qu'utilisent les plantes. D'ailleurs, peut-être l'avez-vous repéré, l'herbe est plus verte, là où il y a le champignon. Alors, si vous n'êtes pas convaincu, revenez au printemps. En général, on ne voit pas de champignons. On voit juste que l'herbe grandit mieux là où il y a le rond de sorcière. Et ça, une fois de plus, hein, d'année en année, ça grandit. Alors, quand vous avez des zones où il y a une très grande continuité écologique, comme dans les pâtures que je vais vous montrer, qui sont des pâtures multiséculaires, eh bien, vous avez des ronds de sorcière énormes. Ici, nous sommes dans les Pouilles et nous avons des ronds de sorcière qui font 30 à 80 mètres de diamètre. C'est énorme, hein. Mais le champignon reste microscopique dans toutes les parties de sol que vous pourriez prélever. Et on le voit très bien dans le paysage parce que l'herbe grandit très bien. En fait, cette histoire de décomposition qui décompose, qui fait disparaître tous les restes, elle relibère les composants qui vont bientôt composer les plantes qui vont pouvoir grandir sur les déchets de la décomposition. C'est du recyclage. Donc il y a de la matière organique, c'est ce qui est noir dans le sol et qui tôt ou tard va être bouloté par des êtres vivants. Et puis il y a aussi, vous voyez, de la matière minérale, c'est tous ces petits morceaux de cailloux qui traînent là. Alors ces morceaux de cailloux, bon, il y a de l'eau de pluie qui tombe dans le sol et ils se dissolvent dans l'eau. Vous savez que les cailloux se dissolvent très lentement dans l'eau. C'est vraiment très lent, hein, la dissolution de la pierre dans l'eau. Sauf que dans le sol, en fait, ces morceaux de pierre, ils se dissolvent beaucoup plus vite dans l'eau à cause de la vie du sol. Regardez, je vais prendre un petit cristal d'apatite qui est un cristal qu'il y a dans les calcaires ou dans les granites et qui est riche en phosphore. Je le fais tremper 6 mois dans l'eau pure. Qu'est-ce qui se passe? Rien. La surface apparaît non altérée. Ça s'est un tout petit peu dissous, mais rien. Ok? Maintenant, avant de le laisser s'ennuyer pendant 6 mois dans l'eau, j'ai ajouté quelques gouttes de jus de sol. Autant dire des millions de micro-organismes. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe au bout de 6 mois? La surface est complètement altérée. Il y a des trous partout. Et d'ailleurs, au fond des trous, il y a des microbes. Ce sont des microbes qui vivent un peu différemment des précédents et qui viennent compléter leur alimentation sur les roches. Je vous l'ai dit, les roches se dissolvent dans l'eau, mais très lentement. Cela dit, leur dissolution donne des tas de choses très importantes pour la croissance des plantes et la vie d'autres organismes du sol. Calcium, fer, potassium, phosphate, des oligoéléments. Certains microbes viennent s'attaquer à la roche et ils émettent de l'acidité une acidité qui va dissoudre plus vite la roche. Et ils récupèrent un certain nombre des produits de dissolution, c'est comme ça qu'ils trouvent leur phosphore, c'est comme ça qu'ils trouvent leur fer, c'est comme ça qu'ils trouvent leur magnésium. Vous y êtes? Alors il y a un peu des fuites, et le bilan c'est que vos roches s'altèrent, se dissolvent 100 fois plus vite, avec tout un tas de pertes qui vont aller augmenter le volume de tout ce qui est utilisable pour les plantes. Et oui, comme pour la matière organique, la vie du sol est en train de détricoter, défaire ces substances et d'en faire de la fertilité. C'est la même histoire. Alors, pour terminer l'histoire du sol, il y a des pores, et tout à l'heure je vous raconterai que s'il y a des pores, des trous, c'est parce qu'il y a de la vie, et ils sont remplis d'eau et de gaz. Et les gaz, ils sont aussi utilisés. Je vous ai dit qu'il y a de la respiration, c'est que c'est l'oxygène de l'air qui rentre et qui permet à des champignons et des animaux de respirer. Je ne vais pas détailler ça, mais il y a aussi des bactéries qui transforment l'azote de l'air en protéines. Et ça, c'est très important parce que quand elles meurent, ensuite, ça redonne du nitrate, du phosphate, et ça redonne de la fertilité. Bref, pour terminer, le sol, il est fait de matière organique morte, de produits de l'atmosphère et de roches, et tout ça, lentement, ça finit transformé par la vie. C'est-à-dire que c'est une salle d'attente à la disparition des composants du sol qui, lentement, donne de la fertilité. Cette transformation, elle donne de la fertilité. Et si les sols sont fertiles, c'est parce qu'ils sont habités. Ok, alors c'est pas terminé. Le sol, il est mis en mouvement par la vie. Et ça, c'est très important parce que si vous faites des tas d'oligo-éléments, de l'azote, du phosphate, des tas de trucs comme ça, et que vous laissez la pluie tomber et l'eau passer dans le sol, tout ça va finir entraîné vers le bas. Il faut touiller, il faut remonter les couches du bas vers le haut. D'accord? Sinon, tout va s'échapper et arriver en profondeur, même à des profondeurs où les racines des plantes ne pourront plus aller chercher ces ressources.
Qu'est-ce qui mélange dans les sols? Qu'est-ce qui brasse les sols? Les vers de terre et les animaux en général, oui, mais vous verrez, c'est plus compliqué. En tout cas, vous avez raison de penser aux vers de terre. Les vers de terre, c'est eux qui vont brasser tout ça. Et vous avez ici dans un terrarium avec des couches claires et des couches foncées des vers de terre qui font ce que font les animaux dans le sol, c'est que quand ils se déplacent, ils fouissent, ils évacuent les débris de leur galerie, ils bousculent les particules de sol, et tous les animaux ont au moins ce rôle de brassage, de mélange dans les sols, que, ils bousculent les particules. Bon, mais alors, ça, c'est quand même pas génial, parce que c'est un peu un mouvement aléatoire. Les vers de terre, eux, ils ont un atout. Ils ont même 2 atouts pour mélanger, qui viennent de leur façon de se nourrir. Regardez plutôt. Les vers de terre, ils mangent de la matière organique, c'est-à-dire de la matière morte, des morceaux de végétaux qui traînent, mais ils ont beaucoup de mal à digérer les restes végétaux. Ce qu'ils vont surtout bien digérer, c'est les bactéries et les champignons qui se développent sur cette matière organique, qui se développent là, qui se multiplient parce qu'eux mangent de la matière organique, et finalement la meilleure façon de manger les microbes, c'est de manger de la matière organique parce qu'il y en a plein dessus. Vous comprenez que pour bien extraire le jus de bactéries ou le jus de champignons de ces morceaux de plantes en décomposition, il va falloir broyer fin. Comment on fait pour broyer fin quand on n'a pas de dents? C'est une question qu'il faut poser aux poules, parce qu'elles n'ont pas de dents et elles broient des grains, des graines. Non? Comment elles font? Elles ont un gésier dans lequel elles avalent des petits cailloux et le gésier brasse la nourriture et broie la nourriture avec des petits cailloux. Et il y a un gésier là. Alors évidemment, on n'en fait pas les salades, mais bon, il y a un gésier et le ver de terre avale régulièrement des grains de sable qui vont lui permettre dans son gésier de bien broyer la matière organique et d'extraire le jus de microbes. C'est du broyage fin. Bon, c'est pas tout. Quand vous broyez des débris végétaux, vous relarguez toutes les toxines des végétaux. Vous savez que les 3/4 des végétaux sont toxiques. J'espère qu'on vous a dit qu'il ne fallait pas manger n'importe quoi quand vous êtes perdu dans la nature. Il vaut mieux manger un ver de terre dégueulasse ou un animal quelconque parce que c'est jamais toxique, c'est juste éventuellement dégoûtant que la première plante venue. Donc, quand ils font ça, là, en broyant, ils relâchent plein de terpènes, de tanins, d'alcaloïdes, de tout un tas de substances toxiques. Ils vont mourir, sauf s'ils font comme vous quand vous êtes malade du tube digestif, vous prenez du smecta. Et c'est l'argile, oui. Et effectivement, ils prennent plein d'argile parce que l'argile s'attache aux toxines et les empêche de rentrer dans l'organisme. Vous y êtes? Et c'est aussi pour ça que vous prenez, vous, du smecta, c'est que ça s'attache à tous les virus aussi, d'ailleurs, à toutes les toxines, et ça empêche que ces toxines vous fassent du mal à vous. Donc, ils mangent de l'argile. Et alors, tout ça, c'est très dense, c'est beaucoup plus dense que le ver de terre, donc ils mangent 20 fois leur poids par jour en période d'activité. Quand vous mangez 20 fois votre poids par jour, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de faire au moins 1 fois par jour? Oui, exactement, c'est ça. Alors, évidemment, on ne chie pas en biologie, on fait des turicules. En fait, c'est quand même de la merde. La preuve, c'est que ça en a la forme, c'est à la forme du tube digestif. Et puis alors, vous voyez que c'est encore noir. Il y a encore de la matière organique. Mais cette matière organique, elle est mélangée à de l'argile. Et ça, quand c'est frais, une crotte de verre, vous pouvez la rouler en petits rouleaux, c'est plein d'argile. Très malléable. Et quand vous l'écrasez complètement sous vos doigts, la crotte fraîche, vous sentirez les petits morceaux de sable. Faites ça à l'occasion, quand vous avez des crottes de ver de terre humide. Vous verrez. Et en fait, là, la crotte en elle-même, c'est un mélange de matière organique et de matière minérale, argile, sable. Mais c'est pas tout. Comme elle est posée en surface, parce que il peut pas faire caca dans son tube, sinon il va le boucher. Les vers de terre, ils font caca en surface. Et ça enfouit, regardez les feuilles mortes. C'est-à-dire que ça enfouit ce qui était en surface. Et donc la façon dont sont déposées les crottes des vers de terre, ça enfouit les choses. Alors, je termine en vous racontant une histoire qui n'est pas très, très, très appétissante. C'est que là, il y a de la matière organique broyée, qui n'a pas été digérée. Les microbes, pour eux, c'est la fête. C'est très accessible, ça. Ils vont proliférer. Donc c'est vrai que les vers de terre mangent des microbes, mais ils facilitent aussi leur développement après, parce que dans les crottes, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour se développer. Et alors, dans quelques jours, il y a du sable, il y a de l'argile et du microbe. Ça vous dit rien? C'est exactement ce que les vers de terre doivent manger. Et donc, ils ne mangent pas que des nouveaux morceaux de matière organique qu'ils trouvent dans le sol, ils mangent aussi des vieilles crottes de temps à autre. Alors là, vous dites que nous, on a du mal. On n'est quand même pas vraiment bien foutus, parce que si on pouvait bouffer notre merde, on aurait quand même moins à bosser pour trouver à manger. C'est quand même trop génial, non? Que la crotte de ver de terre, c'est exactement 8 jours plus tard ce qu'il faut qu'il mange. Non?
Mais ça, c'est un truc de vers de terre. Je ne vous le recommande pas à vous. Bon. Donc, les vers de terre, non seulement ils fouissent comme tous les animaux, mais en plus, ils font leur crotte en surface. Donc, ça enfouit ce qui vient de tomber. Et en plus, dernière chose, leur crotte elle-même est un mélange. Ce sont les rois du mélange. Mais les animaux, en général, mélangent bien. Sauf que, il y a des coins comme en Amérique du Nord où il n'y a pas de vers de terre. Et puis, il y a des endroits comme les Landes bretonnes ou les Landes d'altitude. Alors, évidemment, là, on est très loin de ça ici, mais où il n'y a pas d'animaux du tout. Qui brassent quand les animaux ne sont pas actifs. Et qui brassent de toute façon, même en parallèle des animaux, quand il y a des animaux. Les plantes. On a vu qu'il y a tout ce système racinaire, un tiers, l'avions dit, de la masse des plantes, qui est en profondeur. Et quand les racines grandissent, elles s'introduisent dans le sol. Et elles s'introduisent, évidemment, pour ça, il faut qu'elles lubrifient un peu le processus pour que les particules de sol se réorganisent, en sécrétant d'énormes quantités de mucilage, de gel. Et ce gel, d'ailleurs, il va retenir l'eau ensuite, et ce sera très bon, parce que ça fera que le sol autour de la racine, il sèche moins vite. Bon, mais ce n'est pas tout. Une fois que la racine est installée, elle continue de sécréter des tas de choses pour une raison toute bête. Si, madame, je vous prends et que je vous enterre jusqu'à mi-cuisse dans un sol et que je vous donne une tablette et 3 repas par jour, tout va bien a priori, vous avez même droit au téléphone portable, sauf que, qu'est-ce qui va se passer en 8-10 jours? Eh bien, vous allez mourir de gangrène, parce qu'il y a tellement de microbes dans le sol qu'il n'y a pas un seul de vos composants qu'un microbe ne soit capable de manger 1 ou 2 parmi les milliers qu'il y a autour de vous. Vous y êtes? Et la plante, elle réussit à ne pas être malade. Alors, entendons-nous, ça arrive qu'il y ait des maladies qui viennent du sol. Mais c'est plutôt rare. Comment fait-elle? Eh bien, elle déverse des quantités faramineuses de molécules antibiotiques qui repoussent les microbes indésirables. Le bilan, c'est que 20 à 40% des produits de la photosynthèse sont sécrétés par les racines dans le sol pour ameublir le sol, lubrifier la croissance de la racine, puis ensuite repousser les indésirables. C'est énorme, mais c'est pas fini. Vos racines vont finir par mourir toutes dans l'année si la plante est annuelle. Et si la plante est une plante pérenne, 80% des petites racines ne deviennent jamais grosses. On ne pourrait pas faire grossir toutes les racines. 80% des racines meurent dans l'année. Et cette mort de racines, ça équivaut, selon les espèces, entre 1 et 5 fois autant que l'apport de feuilles et de branches en surface du sol. La plante libère de la matière morte autant ou bien plus dans le sol qu'en surface. Et dans le sol, c'est enfoui, c'est injecté en profondeur. Vous sentez que pour ce qui est de l'injection de la matière organique en profondeur, c'est la racine qui fait le boulot. Ouais. Alors cependant, la racine vit sa vie, extrait des ressources du sol, qui montent dans la plante, ça monte dans les feuilles. Oui, alors je sais, il y en a qui sont en train de se dire, mais il est où le climat? Attendez. Le mauvais enseignement sur le climat, c'est de parler du climat. Il faut savoir ce que sont les protagonistes avant. Donc, calmez-vous, d'accord? Pour l'instant, je fais monter des tas de choses que la racine a exploitées dans les feuilles, puis les feuilles meurent, et quand elles retombent en surface, les parties aériennes, elles ramènent de l'azote, du phosphate, de la silice, du brome, du magnésium, du manganèse, du soufre, du zinc, des traces de sélénium en surface, alors que ça a été extrait en profondeur. Alors, ça ne vaut peut-être pas le brassage de vers de terre, mais ça aussi, c'est du brassage. Vous y êtes? Maintenant, qui d'autre brasse, si ce n'est les animaux et les plantes? Alors, vous ne me répondez pas la pluie, parce que tout le monde me répond, ah ben la pluie, non. L'eau de pluie, elle ségrège, elle emmène vers le bas, elle ne mélange pas. Moi, je veux un truc qui mélange, et qui justement remonte les trucs qui partent vers le bas. Ah, les pierres ne remontent pas toutes seules. Si vous avez une pierre et des vers de terre qui chient dessus, elles s'enfoncent. Les pierres remontent dans les sols labourés et ça montre bien que le labour, ce n'est pas un processus habituel. On y reviendra. Bon, l'air, ça ne bouge pas tellement. Surtout que l'air a du mal à circuler. Les trous sont mal connexes, non? Les champignons, leurs filaments s'introduisent et ramènent un matériau qui a été prélevé ailleurs, là où ils s'introduisent. Et ils font sans doute aussi du gel pour arriver à s'introduire dans le sol là où ils s'introduisent. Vous y êtes? Alors évidemment, par rapport à la plante ou par rapport à des animaux, c'est rien. Mais ils déplacent des choses dans le sol et la preuve, c'est que les plantes les ont convoquées pour aller faire les courses. La plupart du temps, quand vous avez une racine, 8 fois sur 10, vous dites « Oh, une racine !» Mais si vous passez au microscope avec une coloration ad hoc,
vous vous apercevez qu'il y a des filaments de champignons qui colonisent cette racine, qui est saine. Cette racine n'est pas qu'une racine, c'est aussi du champignon. Alors c'est là-dessus que travaillent mes équipes de recherche au Muséum d'histoire naturelle à Paris, à l'université de Gdansk en Pologne et à Kunming en Chine. Et ces champignons explorent aussi par leur mycélium le sol. Mais du coup, ce que vous appelez une racine, nous, alors évidemment, on a un terme sérieux pour ça, parce qu'en science, on parle grec. On ne dit pas caca, on dit turricule. Bon, ça, c'est pas grec. Et on ne dit pas racine associée à des champignons, mais on dit mycorhize. Mais en fait, ça veut dire la même chose. Myco, c'est le champignon et rhiza, c'est la racine. Ce que vous appelez des racines, 8/10 du temps, ce sont en fait des mycorhizes, c'est-à-dire qu'il y a aussi du mycélium de champignon, et que ce mycélium de champignon, il ne tue pas la racine, il va faire les courses. C'est-à-dire que la plante donne un peu de sucre au champignon, qui ne sait pas se nourrir autrement. Et le champignon en échange un peu partout. Il collecte de l'eau et des sels minéraux, azote, phosphate, potassium, bien sûr pour lui, mais aussi en partie pour la plante. Vous y êtes? Donc c'est un échange de bons procédés qui utilise la capacité du champignon à transporter les sols. Évidemment, ce n'est pas un mélange transcendant, mais enfin, ça mélange quand même, ça déplace des choses. Et alors, il faut que vous réalisiez que le contact avec le sol, le contact sol-champignon est 10 000 fois plus important que le contact sol-racine. C'est très important pour toutes les substances qui ne circulent pas dans le sol et qu'il faut les chercher au contact, comme le phosphore ou le fer. Ça ne circule pas dans l'eau du sol. Donc si vous n'êtes pas au contact, vous n'arrivez pas à les avoir. D'autre part, le coût de faire des filaments est beaucoup moindre que celui de faire une racine. Il est 1000 fois moins grand. Donc cette histoire-là, elle optimise d'1 million de fois le contact rapporté à l'investissement en carbone de la plante. C'est absolument énorme. Il y a un petit cadeau de fin d'année en plus que je vous livre entre nous, parce que là, ce n'est pas du déplacement, ce n'est pas des mouvements dans le sol, mais comme pour le champignon, la santé de la racine est vitale, c'est son garde-manger, il la protège contre les maladies et contre les substances toxiques du sol. Donc en plus, c'est très important pour la santé de la plante. Et d'ailleurs, c'est une des façons dont la plante se défend. Bien sûr, elle bazarde des antibiotiques dans le sol, mais en plus, elle convoque des champignons qui l'aident à se défendre. C'est la deuxième façon de se défendre. Ces champignons ont des rôles antibiotiques. Bon, mais alors, oublions ça. Ce qui compte, c'est qu'ils font partie des choses qui déplacent dans le sol et qui font que le sol, c'est une chorégraphie lente. Ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Alors, bien sûr, ça ne bouge pas au point qu'on ne puisse pas s'ancrer dans le sol, qu'on ne puisse pas ancrer les plantes dans le sol, qu'on ne puisse pas les asseoir dans le sol. Mais ça bouge et ça bouge en faisant des trous. La vie du sol fait des trous de la vie à la mort. Elle fait des trous quand des petites bactéries, des amibes, des acariens, des vers de terre se déplacent, mais aussi quand un filament de champignon, une bactérie ou une racine meurt. Ça fait un trou. Et alors ce qui est génial dans ces trous-là, c'est que c'est des trous qui sont faits en poussant sur les parois, donc ça tasse les parois, et en laissant un peu de matière organique, genre la racine morte, ou le caca d'amibe, ou le mucus de vers de terre, le gel qui permet au ver de terre de ne pas se faire mal, de pas faire mal à sa peau sur les parois du tube. Et cette matière organique, c'est un peu une colle. Cette matière morte ou sécrétée, c'est un peu une colle qui fait que non seulement c'est stable parce que ça a été tassé, l'introduction se fait sous pression, mais en plus, il y a de la matière organique qui colle les morceaux. Ça, c'est du beau trou. Alors vous avez ici des chiffres qui vous montrent qu'en fonction de la quantité de vers de terre, l'eau pénètre d'autant plus dans le sol qu'il y a une grande biomasse de vers de terre. Mais je vais vous dire, les gros trous de vers de terre ou de grosses racines, c'est bien pour que l'eau rentre, mais ce qui va compter surtout, c'est les petits trous, parce que c'est eux qui retiennent l'eau par capillarité. Et donc ne souriez pas quand je vous parle de trous d'amibes ou de trous de bactéries mortes ou de trous de filaments de champignons morts. C'est ces trous-là qui vont retenir l'eau. C'est ceux qui la retiennent par les lois de la capillarité. Ces mêmes lois qui font que quand vous trompez un Kleenex dans un café, et vous voyez le café qui monte dans le Kleenex. C'est les petits trous qui retiennent l'eau. Donc ça fait à la fois des gros trous par où l'eau rentre, mais ça fait aussi des petits trous qui retiennent l'eau. Ok, alors ça fait des trous stables et ça s'oppose aux trous du labour qui sont des trous qui ne sont pas stables. Parce qu'ils ne sont pas stabilisés avec de la matière organique, ils ne sont pas faits en tassant proprement, ils sont juste faits en agitant. Et donc les trous de labour, ça fait que les sols, on dit qu'ils tassent. Mais ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup plus quand les trous sont faits en labourant que quand les trous sont des trous biologiques. C'est bon, allez, on a fait le sol, il fonctionne. Venons-en maintenant au climat. Parce qu'en fait, sans le vouloir, là,
on a des protagonistes qui vont faire le climat. Allez, on commence par la Terre avant l'homme. La Terre avant l'homme, il y a déjà de l'effet de serre, et cet effet de serre rend la Terre habitable. Sans effet de serre, il ferait moins 50 degrés sur Terre, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est vital. Cet effet de serre, il est lié au fait que dans le sol, il y a des organismes qui respirent et qui produisent du CO2. Il n'y a pas que ça comme source de CO2, mais une des sources du CO2, c'est cette respiration de tous les organismes du sol qui détruisent la matière qui est tombée au sol. Donc la première chose, c'est que le sol fait du CO2. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais il y a des sols ennoyés, par exemple après la pluie, ou parce qu'ils sont dans des zones humides, ces sols-là, il n'y a pas d'oxygène, donc on ne peut pas respirer. Et ça, c'est ce qu'il ne fallait pas dire, parce que pour le coup, on peut respirer avec autre chose que de l'oxygène. Vous l'ignorez parce que vous êtes dans une partie de l'écosystème terrestre où il y a plein d'oxygène, donc on respire l'oxygène, et deuxièmement, il ne se passe pas grand-chose, donc il se passe ça, puis c'est tout. D'accord? Mais si vous allez dans le sol, vous apercevez qu'il y a d'autres façons de respirer. On peut respirer au fer, on peut respirer au manganèse, on peut respirer au sulfate, on peut respirer au CO2. Oui, on peut utiliser le CO2 pour respirer. Et ça donne comme déchet du méthane. Vous connaissez très bien les bactéries qui font ça. Vous les connaissez très bien. Pourquoi? Parce que c'est celle des méthaniseurs. Dans les méthaniseurs, comment ça se fait que vous mettez de la matière organique à l'abri de l'air et pof, ça fait du méthane? Ben, c'est juste qu'à ce moment-là, il y a des bactéries, faute d'oxygène, elles respirent au CO2. Et le bilan, c'est que ça donne du méthane. Il y en a d'autres qui respirent au nitrate. Et ça donne un gaz, le protoxyde d'azote, qu'on appelle aussi le gaz hilarant, qui a la caractéristique commune avec tous les autres d'être un gaz à effet de serre. C'est pour ça que je vous ai mis ces deux respirations et pas les autres. Là, le produit, c'est du méthane, 50 fois plus efficace que le CO2, ou du protoxyde d'azote, 230 fois plus efficace que le CO2. Donc même quand il n'y a pas d'oxygène, il y a de la respiration, et cette respiration produit aussi des gaz à effet de serre. Vous y êtes? Et ça rend la Terre habitable, donc tout le monde est content. Et je rajoute l'homme. Alors là, l'effet de serre, vous savez, c'est l'histoire du chauffage, quoi. Hein. Ce qu'il faut, c'est régler la température. Et là, nous, on fait des choses bizarres. Et alors, une des choses bizarres qu'on fait, c'est que comme on laboure, on amène de l'oxygène dans le sol, on tue pas mal de choses, on va y revenir, mais les bactéries survivent très bien. Comme il y a plus d'oxygène, elles respirent mieux. D'ailleurs, les sols agricoles sont plus clairs parce qu'il y a moins de matière organique dedans. Elle est respirée, elle est mangée et respirée plus vite. Les sols agricoles labourés produisent du CO2. Et je vais vous montrer un chiffre incroyable. Le tiers du CO2 relargué par l'humanité l'a été par le labour. Alors ça a été une émission progressive et croissante pendant 8000 ans de labour. Et elle a eu cette vertu, cette émission de CO2, d'empêcher un retour en glaciation. Le climat aurait dû se refroidir. Vous savez que depuis 2 millions d'années, le climat se refroidit périodiquement pour des raisons astronomiques. Le climat aurait dû se refroidir, mais on l'a stabilisé. Ce qui fait de l'Holocène, la période dont nous sortons, et qui a duré à peu près 10 000 ans, ça fait de l'Holocène la plus longue période de climat stable des 2 millions d'années passées. Pourquoi? Parce qu'on a régulé le climat. C'était plutôt bien. Dans les 200 derniers millions d'années, on rajoute les combustibles fossiles, et là, on émet beaucoup plus de CO2, on en émet les 2/3 du total, et là, c'est la catastrophe. Vous y êtes? Le labour, ça fait de l'effet de serre. L'irrigation, ça fait des sols qui ne respirent plus l'oxygène, mais qui produisent du méthane et du protoxyde d'azote. Et la riziculture inondée, qui apparaît il y a 5000 ans, a sans doute aussi grandement contribué à stabiliser le climat, jusqu'à ce que ça s'emballe. Si vous mettez des nitrates dans le sol, surtout si le sol est humide et encore plus s'il est irrigué, bien sûr, vous forcez la main aux bactéries qui vont l'utiliser pour respirer. Et vous faites du protoxyde d'azote. D'ailleurs, le protoxyde d'azote n'est pas un polluant industriel, il est produit par les sols. 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France, il l'est dans les sols à cause de l'agriculture. Regardez la carte de France de la production de protoxyde d'azote dans les sols. Vous voyez très bien, alors on va le faire comme à la météo, vous voyez très bien le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, le bassin parisien, le nez fertile de la Bretagne. La Limagne se voit, pour ceux qui ne savent pas où c'est la Limagne, comme le nez au milieu de la France, la plaine du Rhin, la plaine de Saône et du Rhône. Par contre, PACA et Languedoc-Roussillon, là, les sols sont secs et ils respirent à l'oxygène. Là, les sols ne sont pas imbibés d'eau, je pense que vous en savez quelque chose. Ils respirent à l'oxygène. Ça va?
Ah non, ça ne va pas, parce qu'en fait, notre activité agricole contribue à l'effet de serre, et alors qu'en fait, elle devrait au contraire gérer cet effet de serre. Je termine avec un autre drame qui se trame, qui est la fonte des sols boréaux congelés, ce qu'on appelle les permafrost ou pergélisols. Et ces sols sont en train de fondre. Et quand ils fondent, qu'est-ce qui se passe? Ils sont pleins de matière organique et pleins d'eau, donc ils produisent du méthane. Quand ils auront tous fondu, ils auront augmenté la température de 4 à 12 degrés en émettant du méthane. Vous savez que le pire est à venir. Hein. Il faudrait se calmer. Parce que la France a plus 4 degrés, bah ça fait dans les zones boréales une température qui va commencer à relarguer le méthane, qui va commencer à transformer ces sols en émetteurs de méthane et qui va nous préparer les 4 à 12 degrés de plus. La France à 4 degrés, c'est que le globe est en train de préparer pire. C'est pour ça que préparer la France à 4 degrés, il faut être un homme politique pour penser que c'est une solution. C'est en fait admettre l'inéluctable catastrophe. Ça existait une Terre plus chaude, hein, entre nous. Bon, il y avait des dinosaures qui couraient dessous et tout. Je vous rappelle qu'à l'époque, les zones émergées en France, c'était le Massif central. Les Pyrénées n'existaient pas, les Alpes non plus. C'était le Massif central et les montagnes qui avaient à la place de la Bretagne. C'est ça, la France à plus 4 degrés, c'est très rapidement, en gros, il y a les montagnes hors de l'eau. Donc ça, c'est une vraiment mauvaise idée. Et alors, dans les zones sibériennes, on a même des trucs comme ça qu'on observe. C'est des boutons de fièvre du sol, c'est-à-dire que vous avez du méthane qui commence à se former, puis il s'évacue mal parce qu'il y a du sol au-dessus qui est un peu... Voilà, il s'évacue mal et à un moment, ça explose, comme un pustule qui explose. Et vous voyez, ça se fait naturellement, c'est une explosion de méthane. Mais c'est une explosion, c'est pas une explosion avec de la chaleur, hein, c'est juste que le gaz, à un moment, il sort brutalement en projetant le sol tout autour, et ça fait des trous comme ça, avec, donc diamètre ici 20 mètres à peu près, avec tout qui est jeté sur les côtés. Voilà. C'est ça qui est en train de se passer dans l'Europe, bon, comme on le voit, enfin, dans les contrées boréales, comme on ne le voit pas, voilà. 95% de la matière organique stockée dans les sols est stockée dans les pergélisols. C'est pour ça que si jamais ça fond et que ça commence à faire du méthane, ça va faire 4 à 12 degrés. Et maintenant, je voudrais vous dire, ce qui est dramatique, c'est qu'en fait, les sols devraient être notre meilleure façon de gérer le climat. Et maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est formalisé sous un nom d'association française en plus, qui porte cette solution pour le climat. Et c'est une solution, le 4 pour 1000, dont on doit l'initiative à un grand ministre de l'Agriculture français, Stéphane Le Foll. Stéphane Le Foll, bon, il est socialiste, ok, mais en réalité, il est surtout agronome et passionné d'agriculture. Et il va développer cette initiative qui consiste à dire qu'on peut stocker de la matière organique dans le sol. Quand vous mettez de la matière organique dans le sol, bien sûr, elle va être respirée et redonner du CO2. Mais il faut que je vous avoue un truc. Le temps de séjour de cette matière avant qu'elle soit bouleutée, en moyenne, c'est 150 à 10 000 ans. Vous y êtes? Donc, pendant tout ce temps-là, tout le carbone qui est dedans, c'est pas du CO2. Donc, si je mets de la matière organique dans le sol, ça fait autant de carbone qui n'est pas dans l'air. Bon, alors on va y revenir, mais pourquoi ça s'appelle le 4 pour 1000? On compte que si chaque année on augmente de 0,4% la teneur en matière organique de tous les sols de la Terre, alors 0,4% c'est 4 pour 1000, hein. C'est une autre façon de dire les choses. Si on augmente de 4 pour 1000 la teneur en matière organique de tous les sols de la Terre, c'est simple, on a compensé l'émission de gaz à effet de serre de l'année courante. Alors, 3 choses. 1, c'est pas pour continuer à faire des bêtises, c'est pour résoudre ce qu'on a émis déjà. Et je vous rappelle que la machine climatique, la température qu'il fait résulte des émissions d'il y a 15 ans. D'accord? Donc là, il serait temps de résoudre tout ce qu'on a émis depuis, qui va faire que bientôt, dans 15 ans, il fera beaucoup plus chaud. La deuxième chose, c'est qu'on n'aura bien sûr jamais assez de matière organique pour mettre partout. Vous y êtes? Et au fait, on ne va pas la mettre partout. Il y a des endroits, dernier point, il y a des endroits qui sont trop loin de nous pour qu'on aille y mettre quoi que ce soit. D'accord? Ce n'est pas la peine d'aller y mettre des choses. On ne va pas aller en Patagonie pour mettre de la matière organique. Et puis, il y a aussi des sols, comme les sols très aérés, les sols sableux, où en fait la respiration se fait vite et où on est plutôt sur 10-12 ans avant que tout ait disparu, plutôt que 10 000 ans. Vous y êtes? En gros, il faut des sols à minimum 10% d'argile. Alors typiquement, là, par contre, autour de chez nous, là, c'est bon. Des sols comme ça, on en a.
Ça va? Donc, ça ne veut pas dire qu'on va sauver le climat avec ça. Bien sûr qu'il faudra aussi planter des forêts, bien sûr qu'il faudra produire moins de CO2, mais c'est un levier énorme. D'autant plus que vous allez le voir, les sols, quand on a mis de la matière organique dedans, qu'est-ce qui se passe? Ils fonctionnent mieux. C'est pas comme quand tu plantes une forêt. Là, tes enfants, ils devront garder la forêt parce que c'est elle le stock de carbone. Donc en gros, Papa Marc, il est en train de faire du CO2, d'accord? Et pour s'excuser, il plante des forêts. Mais c'est des montagnes de déchets, en fait, ces forêts. Et nos enfants, il faudra qu'ils les gardent, les forêts. On aura préempté leur espace pour stocker des déchets. Puis alors, on dit forêt, hein, mais c'est des plantations qu'on plante. C'est quand même moins gracieux. Vous y êtes? Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas planter des arbres. Je dis juste que ça revient à dire, là, il y aura les déchets de la génération précédente. Si vous améliorez la teneur en matière organique des sols, qu'est-ce qui se passe? Rien. Vos enfants, ils planteront des salades, des fraises, de la forêt s'ils veulent, mais ils choisiront. Donc cette solution a l'avantage de laisser le choix à la génération suivante de ce qu'elle fait. Pas mal, non? Donc on ne peut pas le faire partout. On n'arrivera jamais à gérer tout le problème climatique avec ça, mais pourquoi on ne le fait pas un peu? Alors vous allez me dire, d'accord, Marc-André, mais alors qu'est-ce qu'on fait pour stocker du carbone? Alors, la première chose, c'est qu'on arrête les conneries. Ça, c'est une double connerie. 1, on a labouré, donc on déstocke du carbone, mais surtout 2, regardez, c'est nu. Mais vous êtes habitués à voir des sols nus en hiver. Est-ce que dans leur histoire, les sols n'ont jamais été nus? Il y a toujours 3-4 trucs qui poussottent dessus, il y a toujours de la végétation. Tu sèmes de la végétation abondante, avec plein de plantes qui d'ailleurs vont se goinfrer d'azote, de phosphate, de potassium et le retenir et éviter que la pluie entraîne ça. Parce que là, la pluie, elle est en train de tout entraîner en profondeur, hein. Oui, il n'y a plus de plantes, les vers de terre se sont fait tabasser. Non, on plante et on a plein de plantes qui retiennent la fertilité et puis on détruit ce couvert au moment de semer au printemps suivant et comme ça on stocke de 0,1 à 10 tonnes de carbone par hectare et par an. Et si les syndicats agricoles, je ne parle pas pour la conf d'ailleurs, hein, mais bon, si les syndicats agricoles se retiraient les doigts du cul, ils iraient chercher les crédits agricoles, les crédits carbone correspondant à ça. D'accord ? Pour l'instant, ils ont juste les doigts qui puent et c'est tout. Non, mais il faut dire les choses en face. Ce ne sera pas gratuit, ça. OK? Mais la société peut payer pour ça, puisque ça stockera du carbone, d'accord? Bien. L'autre chose, c'est ça. Et c'est là que l'élevage paye un peu sa dette climatique. C'est que ça, c'est de la matière organique. Alors non seulement il y a de l'azote et du phosphate, on y reviendra, mais en plus, c'est de la matière organique. Alors, justement, l'agriculture bio est géniale, parce qu'elle, elle fertilise avec ça. Donc en agriculture biologique, vous ramenez tout ça au champ. Ça, c'est super de ce point de vue-là, le bio. Alors, c'est pas tout. Vous avez toutes vos ordures à vous. Vous faites quand même 1 quintal d'ordures biologiques par an dans vos cuisines. Pourquoi ça ne retourne pas dans les champs? Alors, la réponse est parce qu'il n'y a pas la logistique pour. OK, mais ça se fait. Et deuxième réponse, parce que les gens ne savent pas bien trier leurs ordures et ça, il faudrait l'apprendre dans les écoles, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de plastique ou de métaux lourds là-dedans. Mais vous êtes une solution avec vos poubelles de cuisine. Donc, je mets les bestioles au travail, je mets les humains au travail, je sème en hiver des couverts que je détruis pour faire de la matière organique, et là, je vais remettre de la matière organique dans le sol, et éventuellement, d'ailleurs, on peut être payé pour ça. Bon, on peut aussi mettre des biochars. On évoquait quelqu'un qui est au conseil d'administration de cette association qui a beaucoup travaillé sur les charbons dans les sols. Les charbons sont très stables, et les biochars, les charbons de qualité, c'est du carbone qui va pratiquement pas se décomposer. Les biochars, n'est-ce pas, c'est des charbons, c'est de la matière brûlée, comme ils s'en produisent spontanément dans les incendies, mais comme on en produit éventuellement, nous, dans nos âtres de cheminée, ou encore comme on pourrait en produire industriellement. Alors attention, pour l'instant, la réglementation sur les biochars, on manque de recul sur comment faire un bon biochar qui ne libère pas de molécules toxiques. Donc on pourra demain, avec les biochars, faire des stockages très 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 durables sous forme de charbon dans les sols. Les biochars, ils ont la vertu de retenir de l'eau, ils ont la vertu d'être des micro-habitats pour les microbes, ils ont la vertu d'être du carbone qui va rester dans le sol. Ils ont plein de vertus climatiques et sur le fonctionnement des sols, mais avant d'en mettre dans les sols, il faudra bien faire les études pour être sûr qu'on le prépare d'une façon qui est à la fois stable et qui ne relâche pas de toxines. Je pense notamment à des hydrocarbures polyaromatiques résultant de combustion incomplète. Ça, on ne veut pas dans les sols. Mais demain, les biochars seront peut-être une solution pour que nos sols stockent encore plus de matière organique, de carbone en tout cas,
est d'une façon compatible avec la vie des sols. Bon, vous avez vu que le sol peut être une solution ou un problème, c'est la même chose, et là, on a envie de se dire que on a le choix, mais bon, il serait temps de choisir la bonne solution. Deuxième point, à propos du climat, parlons maintenant du cycle de l'eau. Quand il pleut dans le désert, l'eau ruisselle, elle n'est pas retenue, il n'y a pas de sol. Et elle ruisselle en emmenant tout ce qu'elle peut, et elle dépose tout ça dans les zones les plus basses. Et vous voyez que les cours d'eau, ils sont à la fois, c'est pas des cours d'eau, c'est des réseaux de cours d'eau qui se séparent, qui se réassocient. C'est ce qu'on appelle des oueds. Et ça coule pendant 1 heure après la pluie, puis c'est fini. Ça coule tellement vite, l'eau dans le désert, que seul 20% de l'eau a le temps de s'évaporer, 80% part en ruissellement. Alors même que dans le désert, il fait chaud. Vous allez me dire, il ne pleut pas souvent dans le désert. Oui, mais quand il pleut, voilà comment ça se passe. Ça part en ruissellement. Chez nous, quand il pleut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça fait des rivières. Regardez plutôt. Quand il pleut, ça tombe sur les trous qu'on a fait ensemble. Vous vous rappelez qu'on a fait des trous? Et ces trous, ils retiennent l'eau. Alors, elle finit par s'écouler. Mais le temps qu'elle trouve la sortie, eh ben, elle est mise à disposition de quoi? Elle est mise à disposition des plantes. Et c'est comme ça que les plantes peuvent remonter les sels minéraux des sols en évaporant de l'eau. Et c'est important parce qu'il faut beaucoup d'eau. Notamment pour une forêt qui évapore beaucoup, il faut 30 tonnes d'eau par jour et par hectare. Alors, si vous réfléchissez, vous divisez ça correctement, ça fait une lame d'eau de pluie de 3 mm. Ça fait 3 mm d'eau de pluie par jour. Il y a 200 jours de végétation, puisque en zone méditerranéenne, il n'y a pas trop de flux de sève en été, et au nord, il n'y a pas trop de flux de sève en hiver. Il vous faut 600 mm d'eau par an. En dessous de 600 mm d'eau, il n'y a pas de forêt. Au-dessus, il peut y avoir une forêt. C'est clair. Vous y êtes? Et ça, cette eau, si elle est disponible pour les plantes, c'est qu'elle est retenue par les sols. Sinon, elle ne serait pas là, elle ne nourrit pas les plantes. Elle ne nourrirait pas les plantes. Bon. Alors, il y a une partie de l'eau qui n'est pas évaporée, qui, elle, va lentement ruisseler vers des nappes phréatiques ou vers des rivières. Et c'est comme ça que les rivières ne débordent pas quand il pleut beaucoup, enfin, sauf quand il pleut vraiment beaucoup, et sont alimentées entre deux pluies. En fait, les sols font les rivières et empêchent que ce soit des oueds comme dans le désert. Tant et si bien que chez nous, en fait, 80% de l'eau part par évaporation par les plantes et 20% seulement par ruissellement. C'est l'inverse du désert. Et c'est dans le désert que ça s'évapore le moins parce que ça n'a pas le temps de s'évaporer. Chez nous, c'est stocké dans le sol et les plantes se chargent d'en évaporer une bonne partie. Alors, évidemment, quand on n'a pas beaucoup de sol, on risque d'avoir encore plus d'inondations. D'accord ? Et ça nous rappelle Valence, on va en reparler de Valence, mais c'est pas très très joyeux tout ça. Et ça, c'est des choses, quand on imperméabilise trop les sols, qu'on risque de vivre plus. Mais il y a pire. Dans les villes, il fait très chaud en été. Comment faire pour qu'il fasse moins chaud? Alors on dit souvent, pour lutter contre les îlots de chaleur, il faut végétaliser. Mais ça, c'est nul. Parce que tant que vous n'avez pas de sol et d'accès au sol, bon, c'est Narbonne, c'est pas comme si c'était ici. Quand vous n'avez pas de sol, vous n'avez pas de réserve en eau. Ça, c'est des trucs qui vont finir par crever. Pour qu'effectivement on ait des arbres qui évaporent de l'eau et qui fassent de la fraîcheur en été, il faut vraiment ouvrir les sols de la ville. Et donc vous voyez que les sols sont à la fois la solution par rapport aux îlots de chaleur en été, si jamais il y a des sols et pas seulement des plantes, et c'est aussi des solutions aux inondations. Et c'est important dans notre pays où on s'attend à ce que demain, il pleuve encore autant qu'aujourd'hui, mais en 2050, 10% moins 10% de précipitations estivales en moins, 10% de précipitations hivernales en plus. Vous sentez que la gestion des inondations et la gestion de la fraîcheur estivale, elle passe par, alors ça c'est le microclimat, c'est pas le macroclimat, mais elle passe par les sols. Et si on veut éviter ça ou d'avoir trop chaud, il faut absolument qu'on ait des sols en ville. Bon alors maintenant, je vais terminer en regardant brièvement est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour utiliser les sols, notamment par rapport au climat. Alors je vous ai dit, le labour, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça tue plein de choses. Là, regardez, les oiseaux, ils sont venus bouffer. Alors, c'est même pas du labour, c'est un travail plus simple avant semis. Mais tous les travaux du sol, ils vont déchirer les filaments de champignons, déchirer les racines, c'est pour ça que ça désherbe, exposer les animaux qui vont sécher ou être mangés. Seules les bactéries survivent. Regardez, par rapport à un sol
non labouré, un sol labouré, il y a beaucoup moins d'espèces de champignons parce qu'il y en a qui ne survivent pas au labour. Alors par contre, maintenant, si je regarde les bactéries, il y en a plus d'espèces. Pourquoi? Parce que j'ai amené de l'air, au moins provisoirement, donc il y a des espèces de bactéries qui ont besoin de beaucoup d'oxygène qui arrivent à s'installer, qui ne se seraient pas installées sinon. Et de plus, il y a des champignons concurrents en moins, donc comme il y a moins de concurrence, il y a plus de place pour certaines bactéries que ces champignons auraient éliminées par compétition. Vous y êtes? Donc si vous faites un total, vous allez me dire, Marc-André, tu aimes bien les champignons, mais au total, il y a autant d'espèces. Je vous l'ai dit, on s'en fout des espèces. Ce qui compte, c'est ce qu'elles font. Les bactéries ne font pas des mycorhizes, par exemple. Vous y êtes? Quand je change les espèces, je change le fonctionnement. Et une des choses que je change, c'est que quand je mets plus de bactéries, j'ai plus de respiration. Donc, je détruis la matière organique du sol. Vous y êtes? Et c'est pour ça que les sols agricoles, ils ont en France perdu 50% de la matière organique depuis les années 50 à cause du labour. Alors, regardez la carte de la matière organique du sol en France, les points sont d'autant plus gros que dans la région, il y a de la matière organique. Eh bien, je vois très bien que je manque de matière organique dans le bassin aquitain, sauf la forêt des Landes, que la Normandie avec les pâtures, c'est trop bien, parce que les pâtures, les plantes font des racines, elles se font manger, les racines meurent, elles repoussent, elles refont des racines, elles se font manger. C'est génial, mais alors le bassin parisien, c'est la cata, sauf la forêt de Fontainebleau et la forêt de Chantilly. On voit les forêts sur cette carte. Alors, je vous laisse nommer les autres, mais on voit très bien les forêts. Sauf la Limagne, c'est la catastrophe. Vallée du Saône, de la Saône et du Rhône, c'est la cata. Vallée du Rhin, c'est la cata, sauf les grandes forêts rhénanes résiduelles. PACA et Languedoc-Roussillon, là, toutes ces zones côtières, là, c'est la cata parce qu'on laboure. Voilà, on voit très bien la plaine d'Aléria, là. Bon, bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos sols perdent leur matière organique. Alors vous allez me dire, et alors? La matière organique stabilise les trous. Et la matière organique, elle a une autre propriété que je vais vous montrer à présent. Parce que je me suis permis de vous amener un morceau de matière organique à titre de démonstration. Je vous l'ai amené de Paris. Voilà. Alors vous voyez que ça, là, bon déjà, ça colle, mais c'est plein d'eau. Et ça, c'est exactement la morve, ça a exactement le même comportement que la matière morte dans le sol. Ça retient l'eau, comme la morve. Et puis alors la morve, bon, vous êtes au courant, quand vous avez... Ouais, alors je sais, vous n'êtes jamais curé le nez, ok. Mais quand vous êtes curé le nez, après, ça colle quand même vachement. C'est dur à... C'est la colle du sol. Ça joue contre l'érosion, ça stabilise les trous, et en plus, soi-même, ça pompe l'eau. 1% de matière organique dans un sol retient l'équivalent de 10 à 15, alors désolé, la diapo n'a pas été refaite, mais de 10 à 15 mm d'eau de pluie. Vous y êtes? Plus il y a de matière organique, plus vous retenez l'eau. Ah merde! On va vers des étés secs et on n'a plus de matière organique dans le sol. Bah oui, merde. Dommage. En plus, le labour a un défaut, c'est qu'il crée ce qu'on appelle une semelle de labour. C'est quoi? C'est qu'à force de labourer, en fait, chaque fois que vous appuyez, vous enfoncez en appuyant dessus le socle de la charrue, mais donc ça compacte le sol profond. Le bilan, c'est que ça fait une semelle toute dure, toute compactée, l'eau ne pénètre plus en profondeur, donc il n'y a plus que la partie labourée qui sert à stocker l'eau. Oh merde. Et deuxièmement, les racines n'y vont pas non plus. Donc de toute façon, même s'il y a un peu d'eau qui rentre, les racines n'iront pas la chercher. Vous y êtes? La semelle de labour est une catastrophe, et cette catastrophe fait que les sols, ils n'ont plus de matière organique, ils ont des semelles de labour, ils sont labourés, il y a moins de vie, donc il y a moins de trous, c'est une catastrophe. Dans les mesures du plan sur l'eau du gouvernement, il y a un paragraphe qui parle des sols. Dans le titre, il y a écrit « Mieux gérer les sols ». Et quand vous lisez le détail, dans ce paragraphe, on ne revient pas sur le sol. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire ça, mais dans ces mesures pour l'eau, on ne parle pas du sol, alors qu'elle tombe où, l'eau? Sur le sol, et c'est là qu'on veut la retenir. L'autre problème de l'absence de matière organique, c'est l'érosion. Vous voyez cette image, elle vous choque? C'est une rivière. Maintenant, cette rivière, c'est près de Paris, à Orsay. Allons en forêt. Il y a autant de choses dans l'eau? Non. En forêt, il y a beaucoup de matière organique dans le sol, il n'y a pas de labour. Là, il y a du labour. Oui, l'eau est plus trouble parce que quand il n'y a plus de matière organique dans le sol se tient moins. Quand il n'y a plus de végétation dessus, le sol s'en va plus facilement. Et quand en plus vous l'avez déstructuré avec le labour, il s'en va plus facilement. Ça s'appelle l'érosion.
Et quand vous arrivez à un certain niveau de matière organique, eh ben, le sol il finit par plus se tenir et il part tout seul. Nous sommes dans les Hauts-de-France, où il y a d'atroces problèmes d'érosion. Nous avons 180 mètres de diagonale et 80 cm de dénivelé. Mais le sable, ça coule jusqu'à ce que ce soit complètement horizontal. Au passage, on voit le rôle des haies. Hein, bon, mais ce n'est pas le but. Le truc, c'est surtout que non seulement les sols s'érodent plus, mais à un moment, vous arrivez à un taux de matière organique auquel ça devient un tas de sable. Il n'y a plus de liant. Et là, ça part. Alors ça part d'autant plus qu'en fait, c'est toute cette partie-là qui est décapée. Puisque l'eau n'arrive plus à pénétrer en profondeur, quand il y a beaucoup d'eau, si ça ne se tient pas, ça part en ripant sur la semelle de labour. C'est ça qui se passe. Et cette semelle de labour, c'est une vraie catastrophe aussi par rapport à la capacité à éponger, bien sûr, les crues. Alors, à court terme, nos anciens, quand ils se sont mis à labourer, c'était difficile, hein, ça demande du temps. Ça avait plusieurs intérêts, ça désherbait, ça aère et ça rend poreux, même si les trous s'effondrent vite, il faut relabourer tous les ans, et ça remonte la fertilité, et les pierres aussi, on le disait tout à l'heure, hein, au fait. Donc c'est pas mal au début, mais rapidement, ça perturbe la vie des sols, qui donc sont moins fertiles par eux-mêmes et ont moins de trous, ça détruit la matière organique, donc la cohésion des sols, donc la rétention d'eau, et puis ça entraîne une érosion accrue, vos sols s'érodent 10 à 20 fois plus vite, ils disparaissent. Donc ça, ce n'est pas une solution à terme, hein. Et d'ailleurs, il y a des agriculteurs qui ont pris ça en charge. Il y a des agriculteurs qui commencent à faire, sur 4% de la surface agricole française, les agriculteurs pratiquent le non-labour. Ils ne labourent plus. Cette agriculture non labourée, c'est celle de Pierre, dont le voisin, Jean-Jacques, trouvait que Pierre, bon, c'était bizarre ces trucs. Alors Jean-Jacques, il laboure. Vous remarquez que Pierre, la matière organique est redevenue stable, donc son sol est plus noir, puisqu'il laboure plus. Et en plus, quand il pleut, le sol il boit l'eau, alors que chez Jean-Jacques, on ne peut pas rentrer. Il y a un an, il y a eu un hiver terriblement pluvieux, et Jean-Jacques ne pouvait pas rentrer dans sa parcelle. Pierre, il s'en foutait. D'abord, il pouvait rentrer, et de toute façon, il n'avait pas à rentrer pour labourer. Le moment des semis est arrivé, Jean-Jacques, il n'avait pas eu le temps de retourner son sol. Donc, il a demandé à Pierre, qui avait les outils, les semoirs particuliers pour semer sur des sols non labourés, de venir semer chez lui. Bon, Pierre s'est exécuté, il a semé pour lui, et Jean-Jacques lui a dit « Quand même, tes histoires bizarres, là, j'aimerais bien savoir comment ça marche. » Et c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Jacques et Pierre, dans une formation Vivea près de Nevers. Jean-Jacques, il est en train de se demander s'il ne faudrait pas passer à ça, parce qu'il veut bien que l'autre il gagne aussi bien sa vie. Bon, il y a un coût d'équipement pour changer de mode d'agriculture, mais Jean-Jacques, il est en train de se dire qu'on ne le reprendra pas à préparer cette photo. Vous y êtes? Parce que là, l'eau, elle va s'en aller par ruissellement ou par évaporation, elle ne va pas rentrer dans le sol, et pendant ce temps-là, lui, il ne peut pas intervenir. Ce n'est pas du tout bon pour les plantes, ce qui est en train de se passer là. Cette agriculture de conservation, qui a d'ailleurs un label, hein, on connaît bien le label bio, on connaît moins ce label-là, le label au cœur des sols, elle couvre 4% de la surface agricole en France, et on est des arriérés, parce qu'aux États-Unis, c'est 40% de la surface agricole, au Brésil, c'est 60%. On ne vous le dit pas, mais notre agriculture est en train de prendre du retard par rapport à l'innovation, avec l'aide des syndicats agricoles et d'un certain nombre d'élus de la nation qui ont la faiblesse de prendre des décisions sur ce qu'ils ignorent. Alors, je viens là de vous proposer de faire des réserves en eau. Et je vous dois une chose, c'est qu'au moment de désherber, pour faire les semis, vous n'avez pas le droit de labourer. Si vous êtes en maraîchage, vous pouvez faire des paillages, hein, pour tuer la végétation et ensuite ressemer ou planter vos tomates. Mais si vous avez 150 hectares de céréaliculture, qu'est-ce que vous faites? Vous passez du glyphosate. C'est pas terrible. Alors je vous entends parce que vous êtes remonté contre le glyphosate. N'empêche que dans le sol de Pierre, la vie, et je le sais parce qu'on a étudié le sol de Pierre, la vie, elle remonte de 30% en volume. 30% de masse vivante en plus. Okay, et le bio, qui est parfait par ailleurs, hein, moi je mange bio. Le bio, comment il fait pour désherber sur des grandes surfaces? Il laboure. Vous y êtes? Donc le bio, c'est très bien pour la santé, mais pas parfait pour les sols. L'agriculture de conservation, c'est bien pour les sols et pas parfait pour la santé. Ce n'est pas une raison pour opposer ces modèles, sachant que par ailleurs, c'est labour et glyphosate. D'accord? C'est deux pas en avant qui sont imparfaits, ils ont chacun leurs défauts. Bon,
Ok, alors un petit peu de pesticides quand même, on va dire du mal du glyphosate parce qu'il ne faudrait pas croire à cause de ce que je viens de vous dire qu'il faudra continuer longtemps avec le glyphosate. Le glyphosate, ça tue les œufs de vers de terre. Regardez, quand j'ai rajouté du glyphosate, paf, j'ai beaucoup moins d'œufs capables d'éclore. Ça tue les spores de champignons mycorhiziens. Les spores des champignons mycorhiziens, regardez, il y en a en général les 3/4 qui sont viables dans le sol. Je mets du glyphosate à très basse dose, c'est la dose minimale qu'on peut appliquer dans ce cas-là. Pouf, j'ai plus que 10% de spores viables. Le glyphosate fait partie de ces intrants toxiques qui abîment aussi la vie du sol. C'est moins pire que le labour, désolé, c'est comme ça. La science, c'est pas fait pour dire ce qu'on a envie d'entendre. C'est moins pire que le labour, mais il faudra quand même en sortir un de ces 4. De même que l'agriculture bio, c'est génial par plein d'aspects, il faudra quand même qu'elle sorte du labour un de ces 4. Eh bien, déjà, on se réjouit de ceux qui ont fait un pas en avant. Même si on sait très bien que l'histoire n'est pas terminée, qu'il faudra faire d'autres pas en avant. Bon, et pas en arrière, si possible. Je voudrais juste terminer cet exposé en vous disant que, et avant de prendre vos questions, ce qui tue les sols, ce n'est pas l'agriculture. Bien sûr, les sols agricoles sont moribonds, ils vont mal. Mais ce qui tue les sols, c'est ça. Et ça nous ramène encore à la façon dont actuellement le politique est en train de tourner le dos à l'histoire, ou plutôt de rentrer en marche arrière dans l'histoire. L'artificialisation, c'est une maladie en France. C'est 5 terrains de foot par heure. Et quand on artificialise, là, le sol, il meurt. Les agriculteurs n'ont pas tué les sols. Il n'y a pas de sol mort en agriculture. Les vrais sols morts, ils sont là-dessous. Et nous, on artificialise comme des bourrins. On a perdu 10% de la surface agricole depuis 1970. On artificialise, c'est-à-dire qu'on recouvre d'infrastructures qui, en fait, nient le sol, à une vitesse qui est 3,5 fois plus grande que notre croissance démographique. Ça veut dire que nos façons de vivre, banlieue pavillonnaire, infrastructures de plateformes logistiques, zones de loisirs, notre façon de vivre consomme plus de sol. C'est pas juste qu'on est plus nombreux. Et alors d'ailleurs, ça c'est dramatique parce que les sols artificialisés, ça fait partie des facteurs d'inondation. Il y a eu un épisode méga comique avec le maire de Cannes. Tu sais, à Cannes, il y a eu des grosses inondations il n'y a pas longtemps, et le maire de Cannes a dit « Mais Météo France, ils nous ont pas dit qu'il allait pleuvoir !» Et si tu l'avais su, tu aurais fait quoi? Tu aurais fait des trous dans ton béton pour que l'eau rentre? Alors la ministre... bon, enfin bref, voilà. Alors, je ne dis pas que c'est facile de désartificialiser. Je dis qu'il faut absolument cesser l'artificialisation pour 2 raisons. 1, nos villes deviennent trop grandes par rapport aux épisodes de pluie aiguë que nous attendons. Et puis 2, en fait, on fait disparaître chaque année la surface agricole qui nourrit la ville du Havre chaque année. Or, avec le changement climatique, les rendements ils vont chuter. Le problème, ce n'est pas pesticide ou pas pesticide pour le rendement. C'est surtout le changement climatique. Et donc, dans un pays dont les rendements agricoles chuteront, il faut de la surface agricole. C'est une histoire de bouffe. Et moi, je vous donne 10 ans avant que la nourriture ne circule plus librement entre les pays, exactement comme les ressources stratégiques que sont les missiles ou les armes, qui ne circulent pas tout à fait librement. Moi, je vous donne 10 ans pour que la nourriture ne sorte plus de France. On parie? Allez, si dans 10 ans, vous voyez les premiers textes qui soumettent à autorisation la circulation de la nourriture, vous m'invitez, vous me promettez ça? Et sinon, c'est moi qui vous invite. Je ne sais pas où, mais je vous offrirai le champagne. Dans 10 ans, de toute façon, au rythme des combats que je mène, je pense que le sol sera une expérience personnelle. Alors, il y a une loi pour ça, qui est la loi ZAN, Zéro Artificialisation Nette, qui a été une loi qui a été, qui est tout ce qui reste de la consultation citoyenne, de la conférence citoyenne sur le climat. C'était la dernier truc qui avait été proposé, et c'était le seul truc que Macron a finalement mis en œuvre. Alors qu'il avait promis de tout mettre en œuvre, il n'a mis que ça en œuvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, c'était plutôt une loi qui imposait ça à nos enfants, puisque c'était en 2050 qu'on devait annuler l'artificialisation, donc petit, fais ce que papa n'arrive pas à faire. Non, il faut réaliser que quand vous voyez ça, c'est scélérate. Ça veut dire on impose à nos enfants de ne pas faire ce que nous, on ne peut pas arrêter de faire maintenant. Et qu'est-ce qui se passe? Inévitablement, on n'arrive pas à cesser de le faire et ça continue. Et alors en plus, donc là, le Sénat vient de tout détricoter en envoyant un texte qui finalement vient d'être voté très largement par l'Assemblée nationale. Donc là encore, malheureusement, il y a des solutions légales et qui ne sont pas simples. Parce que pour les maires, je ne sais pas si notre élu local est encore là, mais pour les maires, c'est l'horreur. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas faire de piste cyclable. Zéro artificialisation nette.
Mais c'est un vrai problème de développement local. Mais au lieu de traiter ce problème, on est revenu sur la loi et les conneries continuent. Vous voyez que les excès du labour, je n'ai pas trop parlé des alternatives aux pesticides ou aux engrais minéraux, mais il y en a plein. Et l'artificialisation sont des gros problèmes, mais il y a des solutions. Et c'est des solutions qu'il faut qu'on prenne en main rapidement. Parce que si vous êtes mortellement ennuyé, c'est le moment de vous réveiller d'ailleurs. Réveillez votre voisin s'il dort. Et que vous aimez que ça, malheureusement, je vous ai parlé des coulisses. Et si on n'entretient pas les coulisses, il n'y a pas de spectacle. Si vous aimez le spectacle de vos vies, prenez soin des sols, parce que les sols sont vos vies. On pourrait presque dire à propos des sols, et si ce n'était pas déjà le nom d'un tableau exposé au musée d'Orsay, on pourrait presque dire des sols qu'ils sont l'origine du monde où nous vivons. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu qu'ils sont l'origine aussi du climat. Et je vous remercie de votre attention. Alors, peut-être, merci de votre attention. Le temps de quelques questions. Bonsoir. D'abord, merci beaucoup pour l'exposé, c'était très intéressant. Et ma question porterait à l'échelle du particulier. Au final, ça représente une surface assez importante sur les jardins. L'arrosage du sol, on nous parle d'arrosage au goutte à goutte, mais sur un sol, quel est l'impact? C'est-à-dire qu'on va fournir de l'eau à toute une zone autour des plantes ou uniquement localiser les arrosages? Voilà, pour avoir... Alors, l'intérêt du goutte à goutte, c'est d'avoir un apport qui est vraiment celui que nécessite la plante visée. Il y a même maintenant des systèmes qui sont en développement où on étudie les ultrasons qui sont produits quand la plante a soif, parce que les vaisseaux se vident, pour ne déclencher le goutte à goutte qu'au moment où la plante commence à avoir un peu plus soif. Donc on peut raffiner ça, mais le goutte à goutte, c'est une façon d'amener régulièrement de l'eau, d'accord, sans en amener plus que nécessaire. Et ça peut être une façon de gérer mieux l'eau. Mais au niveau de votre jardin, moi je pense que vous avez d'autres impératifs. En particulier, vos jardins ne sont pas vitaux. Ils sont vitaux pour votre équilibre et tout le reste, hein, mais il y a pas c'est pas vital comme produire du blé ou produire, voilà, même si c'est des jardins vivriers ou avec des cultures vivrières. Hein, et donc vos jardins, il ne faut absolument pas utiliser de pesticides. Il faut absolument les maintenir végétalisés le plus possible. Les bandes gravillonnées, les terrasses et tout, c'est à éviter le plus possible pour avoir un maximum de surface ouverte. Mais il y a plein d'autres impératifs dans votre jardin, outre les sols, parce qu'en général, dans les jardins, les sols ne sont pas trop maltraités par les gens. À part que, bon, quand même, des fois, les gens utilisent un peu beaucoup de désherbants ou d'antimousse dans la pelouse. Ça, c'est peut-être plus au nord qu'ici, mais il faut dire, les antimousses dans les pelouses au nord de la France, hein, parce qu'il y a des mousses qui se développent dans l'herbe quand il fait très humide. Et ici, je pense que vous n'avez pas trop de mousse dans l'herbe. Le vrai problème dans votre jardin, c'est d'avoir des plantes locales. Pas de plantes introduites d'ailleurs qui peuvent devenir invasives, parce que beaucoup des plantes invasives sont sorties des jardins. 2, des zones comme des haies ou autres où vous avez de la nature un peu spontanée qui se développe et qui permettent d'abriter des bestioles sauvages, qui permettent des circulations d'espèces. Et puis, voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais le climat change, donc planter local. Oui, alors planter éventuellement des choses qui viennent un tout petit peu du sud. Alors, vous allez me dire, quel sud quand on est au bord de la Méditerranée? Le sud, c'est des choses qui viennent soit des Balkans, où il y a des zones climatiques où il fait très sec en été. Hein. La région dite pannonéenne, c'est une région très intéressante de ce point de vue-là, parce qu'on a, à cause de la continentalité, des étés très secs. Donc là, il y a des plantes à reprendre. Il y a des plantes aussi dans l'ouest, dans l'est de la péninsule ibérique, ou dans certaines zones en Sicile, par exemple, que vous pouvez aller chercher, voire même, je pense, aux cèdres, des plantes de l'autre côté de la Méditerranée, mais ne prenez pas des exotiques qui viennent de très loin, parce que si vous prenez des exotiques qui viennent de très loin, elles peuvent devenir envahissantes, alors que les voisines, elles le seraient déjà si elles devaient l'être. Et deuxièmement, allez prendre des plantes qui ne vous amènent pas de maladies nouvelles. Sachant que les plantes voisines, les maladies auraient pu s'introduire déjà. Vous y êtes? Donc, de la migration assistée à proximité, de proximité. Et puis, alors, l'archi-idéal, c'est de prendre des variétés. La hêtraie de la Sandboom, par exemple, c'est sans doute quelque chose qui permettra demain
de maintenir du hêtre dans certaines régions de France où actuellement le hêtre est très gourmand en eau. En introduisant, avec les hêtres locaux, ça fera des petits qui seront adaptés au sol et au climat de demain. Donc, aller prendre aussi des populations, d'accord, d'espèces de chez nous, mais plus adaptées. Au total, je pense que dans votre jardin, le choix du végétal est au moins aussi important que les gestes par rapport au sol, parce que ce n'est pas dans les jardins que les sols morflent le plus. Alors, ça arrive. Bonsoir, merci beaucoup pour cette conférence très intéressante. Et j'avais une question sur les zones coupe-feu qui sont réalisées dans les villages autour, encore très récemment. Donc en fait de couper des bois qui sont certes des bois de résineux et d'en faire des hectares de vignes en disant que ce sont des zones coupe-feu. Je voulais savoir ce que vous pensez de ce procédé. Alors moi, je suis pour la zone coupe-feu. Il faut savoir que l'homme, l'effet net de l'homme, c'est de ralentir la fréquence des incendies dans les écosystèmes par rapport à la fréquence spontanée. Ça, on l'ignore souvent. Mais donc, nous, on est un bon agent de stabilisation par rapport de la forêt. Et en particulier, les zones coupe-feu, c'est génial. C'est génial parce que déjà, ça empêche le feu. Puis après, c'est des zones un peu ouvertes où il y a une biodiversité très particulière qui s'installe quand on laisse une dynamique spontanée. Une diversité qu'il n'y a pas sous les arbres. Donc, c'est très intéressant, les zones. OK ? Et puis en plus, si c'est une zone coupe-feu spontanée, ça n'empêche pas les sangliers, les bestiaux, les oiseaux de circuler. Alors après, appeler un vignoble une zone coupe-feu, là, vous m'avez surpris parce que je ne l'attendais pas dans votre question. Évidemment, ce n'est pas une zone coupe-feu. Par contre, ça coupe le feu, oui. Et je vois très bien, c'est une des fonctions notamment des truffières, où là, vous avez un boisement qui n'est pas très, très dense, d'être aussi des entretiens, des zones où les feux se propagent moins facilement. Donc, il y a des usages agricoles qui peuvent faire coupe-feu, mais je n'appelle pas ça un coupe-feu. Et en particulier, dans le cas du vignoble, là, vous commencez à être très interventionniste. Donc, ce n'est pas une zone coupe-feu au sens où on peut l'entendre de base. La zone coupe-feu, c'est une zone où on entretient la végétation dans un stade de reconquête avec très peu de stock de bois. C'est ça, le coupe-feu. Après, que les zones agricoles fassent coupe-feu, c'est encore autre chose, mais je n'appellerais pas ça des coupe-feux. Et si vous me parlez de la viticulture, je suis obligé de dire que la viticulture, ça peut être tout bien ou tout mal. La viticulture, vous savez, la vigne souffre beaucoup de maladies introduites d'Amérique. Et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas introduire des trucs venus de n'importe où, parce que, pour le coup, les maladies de la vigne en Europe sont des maladies qui se sont introduites quand on a ramené des espèces de vignes américaines pour les étudier en Europe. Le phylloxéra, le idium et le mildiou, tout ça, c'est introduit d'Amérique par des introductions qui étaient censées améliorer la production de raisins. Le bilan, c'est que ça n'a pas été le cas. Donc les exotiques, on se méfie. Et je reviens à ça, la vigne, à cause de ça, elle représente 3% de la surface agricole et elle consomme 20% des intrants. Alors, j'arrive, je vais en parler. Mais, en moyenne, c'est ça, et la profession me dit non, Marc-André, ça c'est tes chiffres d'activiste. Moi, je ne suis pas activiste, je suis professeur au muséum, je dis des faits. Éventuellement, je dis aussi quand ça heurte les pratiques. On me dit non, c'est pas 20, c'est 18%. Okay. Mais je ne vous le fais pas à 18 parce que ça, c'est un chiffre au doigt mouillé. Moi, le 20, c'est une extrapolation du ministère de l'Agriculture. Donc, voilà. Alors, j'en reviens à ça. C'est un vrai drame, effectivement, si vous avez une viticulture conventionnelle avec beaucoup de traitements. Vous avez la chance, vous, d'être dans une région, et je connais bien les Côtes de Provence pour avoir fait souvent des exposés avec des viticulteurs, où c'est plus facile de faire du bio parce qu'il pleut moins, il y a moins d'humidité sur les feuilles et donc les maladies se développent moins. Donc effectivement, on peut très bien faire du bio, et notamment on peut faire du bio en mettant relativement peu de cuivre, en restant, quant au cuivre, en dessous des 4 kg hectare an, qui sont la limite à partir duquel ça commence à impacter les sols. Bon, ça les impacte toujours, mais disons que l'impact reste limité. Donc effectivement, vous avez de la chance d'être dans une région où on peut faire de la vigne proprement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui ne la font pas proprement, quand même. Proprement, c'est quoi ? C'est quoi ? Une coupure de courant. J'ajoute, pour terminer, que tout le monde se dit le rendement. C'est un truc de con. Le viticulteur, est-ce qu'il se nourrit de vin ? Je veux dire, est-ce que sa ration calorique et sa façon d'acheter un frigo ou de renouveler sa télévision, est-ce que c'est du pinard ?
Non, il se nourrit d'euros. Aujourd'hui, notre agriculture, elle souffre parce qu'ils n'ont pas de pognon, les agriculteurs. D'accord ? Et quand je dis qu'elle souffre, il y a quand même 44% de suicides en plus que dans la population. C'est parce qu'ils n'ont pas de pognon. C'est pas parce qu'ils ont 10 kilos de blé en plus que ça change. La question, c'est celle du revenu. Et dans le revenu, il y a quoi ? 1, bien sûr, il y a le rendement. Plus tu produis, plus tu vends. Mais 2, il y a les intrants. Quand tu laboures plus, ça fait des passages en moins, ça fait de l'essence en moins, ça fait de l'équipement en moins. Bon, alors, transitoirement, il faut s'être équipé avec le matériel qui permet de gérer des couverts, mais vous y êtes. Deuxièmement, donc, déjà, il y a le problème des coûts. Et aujourd'hui, on a une agriculture qui est accro aux intrants. Ça coûte cher. Et puis, troisième chose, il y a autre chose dans les revenus agricoles. Il y a ce que la société donne pour que l'activité agricole fasse qu'on ait moins cher de dépollution de l'eau, pour qu'on ait moins cher de cancers à payer à terme, pour qu'éventuellement les paysages soient bien entretenus, pour qu'il y ait moins d'inondations, parce que vous savez, les inondations, c'est surtout quand les sols ne retiennent pas l'eau. Donc au total, il faut que vous pensiez aux subventions. Alors, penser aux subventions, il faut se rappeler que 40% de l'excédent brut d'exploitation en France, c'est la PAC. Donc ça existe déjà. Sauf que c'est pas du tout, c'est sans doute pas suffisant puisqu'ils ne gagnent pas leur vie, et c'est pas conditionné par des attitudes qui remplissent d'autres fonctions que la production alimentaire. Donc, je répète, il faut qu'on repense le revenu agricole pour qu'ils sortent de leur merde, parce qu'ils sont dans la merde, c'est clair, les agriculteurs. Et les viticulteurs, en ce moment, c'est pas la joie non plus. Alors qu'à un moment, ça a quand même été une niche un peu épargnée dans l'agriculture. Il faut qu'on repense tout ça. Mais, j'insiste, il y a des façons de le faire. Et pour la viticulture, l'enherbement, c'est une solution contre l'érosion. C'est quelque chose qui va réduire le rendement, mais rendre l'exploitation plus résiliente quand il y aura des étés secs ou quand il y aura des hivers très pluvieux. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense avec une autre vision de l'agriculture, bien sûr, mais clairement, puisque vous me parlez de viticulture, je ne sais pas si c'est un coupe-feu, mais c'est nettement un truc où on peut améliorer les gestes, et dans un monde idéal, tout en améliorant l'assurance que l'agriculteur mangera et ne se suicidera pas. Parce que ça, je l'ai en tête, dans mes histoires. Je sais qu'il y a des hommes qui vivent sur ces sols, et de ces sols. De moins en moins, mais enfin, l'image que sécrète l'agriculture en France ne donne pas envie aux gens de s'y mettre. On a un vrai problème d'image. Alors que franchement, nourrir la planète, c'est plutôt le plus beau métier du monde. Bonjour, merci pour votre venue. Enfin, là, il y avait des morts, c'était pas drôle. Jean-Marie, je fais partie de l'association de protection de l'environnement et de renaturation dans Marseille, de la mise en place de biodiversité urbaine. Et moi-même, je travaille et je fais des ateliers pour essayer d'expliquer aux gens comment on fait du compost, comment on protège la terre, ce qu'il faut faire et pas faire. Très bien. Je prends vos conseils par contre sur comment arriver à vraiment trouver aux gens, leur donner le bon petit déclic pour à un moment donné qu'ils puissent commencer à faire une conversion pour se dire faut qu'on change nos modes de vie ou au moins nos modes de fonction. Ou au moins nos modes d'ordures, de déchets. Alors, je fais partie aussi de l'association de gestion des déchets et des ordures. Alors, ça, c'est là que vous voyez qu'en fait, il faut implanter cette vision du monde dans la cervelle des tout-petits. L'idée qu'une partie des ordures, si elle est bien triée, et qu'est-ce que c'est bien trié au fait, elle est une ressource. Bon, on n'a pas parlé de ça, mais il y a aussi l'urine. L'urine, c'est quand même, dans l'urine des Français, il y a, selon les estimations, entre 20 et 40% des besoins en fertilisants de l'agriculture. Et si jamais on arrive à rebrancher nos chiottes sur les champs, alors ça coûtera 2 fois moins cher aux agriculteurs, la fertilisation, et ça réduira l'effet de serre lié à la production et au transport des engrais, ça divisera par 3 l'impact sur le climat des engrais. Donc il y a tout ça à expliquer aux gens, et pour ça, moi je prends mon autre casquette, je préside la fédération Biogé, B-I-O-G-E-E, à laquelle d'ailleurs les bénéfices de cette conférence vont aller sous forme de dons, enfin en partie, une fois qu'on vous aurez payé les frais, mais grâce à la mairie, c'est des frais déjà en partie amortis. Il faut remercier encore tous les sponsors et la mairie de leur effort. Mais Biogé, B-I-O-G-E, c'est sur Internet. Nous, on se bat pour plusieurs choses. Montrer aux gens que nos sciences, les sciences du vivant,
sont pourvoyeuses de solutions et d'alternatives, et que donc il n'y a pas de fatalité, parce qu'en gros, aux actualités, on nous demande pourquoi ça brûle, pourquoi il fait plus chaud, pourquoi il y a des inondations. Alors on le dit, mais on oublie de dire que dans notre escarcelle, il y a aussi des imaginaires positifs qui se dégagent du fait qu'on a des solutions pour des alternatives. Et on se bat notamment, et là on a beaucoup de mal, parce qu'on se heurte à des lobbies aussi, et puis à des politiques qui ne sont pas très sensibles à ça, on se bat pour qu'on enseigne plus les sciences du vivant et de l'environnement, que par exemple il y ait réellement un programme dans le primaire alors qu'il n'y a pas de programme, même si certains profs des écoles font des trucs géniaux, c'est des initiatives personnelles, hein. Il n'y a pas de programme sur les sciences du vivant et de l'environnement au primaire, et au primaire c'est quoi? C'est savoir ce que c'est qu'un arbre et être sûr que les gamins ils ont touché une écorce, qu'ils ont réalisé que les feuilles étaient vertes, qu'ils ont compris à quoi servaient les fleurs, à quoi elles servent aux plantes, oui, et à quoi servaient les insectes du coup. Vous y êtes, c'est juste le contact, là, c'est pas les questions de la photosynthèse. Donc on se bat pour qu'il y ait un programme au primaire, pour que dans le secondaire, ce ne soit pas 1 heure par an, pardon, 1 heure par semaine de SVT, c'est rien, c'est pas suffisant. On ne peut pas gérer et la santé alimentaire, et la santé sexuelle, et la santé de l'environnement. Vous y êtes, c'est pas possible ça. Et donc on vit dans un désastre, on est en train de refaire une génération mutilée qui, tout comme la précédente, est infoutue de vivre sans sécréter une crise environnementale et sanitaire. Et dans la crise sanitaire, je vous signale au passage qu'il y a aussi MeToo. Hein? C'est-à-dire qu'on est incapable de savoir ce que c'est qu'une fille quand on est un garçon et vice-versa. Alors qu'on va s'en servir. Quand je dis s'en servir, c'est pour le coup, actuellement, c'est plutôt s'en servir. Vous y êtes? Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on lutte tous collectivement pour que nos enfants soient mieux formés. Et malheureusement, en matière d'enseignement, les maths sont en train... Je reprends les mots d'une sociologue. Alors là, je suis bien content qu'elle ait écrit son article dans Le Monde d'avant-hier. Les maths sont en train, ont monté une espèce d'impérialisme totalitaire sur l'enseignement. Il faut être bon en maths. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Et moi, mes gamins, ils passent l'agrégation de sciences naturelles, hein, enfin de sciences de vie de la Terre. Les gamins, ils ne savent pas calculer une échelle. Parce qu'ils ne savent pas faire une règle de 3. Alors si je dis, mais non, mais c'est des suites proportionnelles, regarde. Ah oui! Castration, oui. Si oui, ils savent faire l'opération, mais ils ne savent pas la rattacher à ce à quoi elle sert. Et comme ils ont des problèmes, on est en train de remplacer les dédoublements d'heures en 6e pour faire des TP de sciences de vie et de la Terre. On les remplace par des dédoublements d'heures. Du coup, ils passent en classe entière. Les gamins, ils voient des diapos à la place. On les remplace par des dédoublements pour faire du soutien en maths. C'est le truc des shadows, vous voyez, ça ne marche pas. Et donc, moins ça marche, plus en le faisant beaucoup, on a des chances que peut-être ça marche quand même. Donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de se dire l'impérieuse nécessité, c'est de savoir vivre en société, vivre dans la nature, et très rapidement, en déroulant, on se découvre qu'il faut savoir lire, écrire, compter. Mais dans nos fondamentaux, il n'y a pas savoir-vivre. Pas trop en société, et encore moins dans la nature. Le bilan, c'est que si vous voulez que ça change, il faudrait absolument que le mouvement que porte Biogé porte ses fruits. Or, aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de lobby derrière nous. Le lobby, c'est plus tu as de profs, plus tu peux peser sur le ministère de l'Éducation nationale, plus tu peux gagner d'heures. Donc, les grosses disciplines grossissent et les petites disciplines fondent. Nous, on compte qu'on a perdu avec la réforme du bac, on a perdu 18% des heures enseignées en sciences du vivant et de l'environnement en France. Non, mais ça me paraît être la bonne solution. C'est qu'ils aient des réflexes, et après, vous leur racontez une histoire de compost, c'est juste une solution qui va avec une vision, notamment de notre lien au monde et du fait que certains déchets sont valorisables. Hein, après, ça marche. Et puis, ils ne seront pas avec ce truc atroce que j'ai découvert, c'est qu'on leur dit qu'il faut mettre les déchets organiques dans la poubelle. Mais le mot organique, ils l'ont plus entendu en cours de chimie. Et en cours de chimie, on appelle organique toute substance où il y a des liens carbone-carbone, comme dans les plastiques. Aujourd'hui, en lycée, vous dites aux gamins qu'est-ce que c'est la matière organique? Ils ne savent pas faire la différence entre la matière organique des SVT, dont ils ont très peu entendu parler, et la chimie organique de la physique-chimie, dont ils ont plus entendu parler, et qui contient toutes les molécules où il y a des liens carbone-carbone, dont les polluants éternels, dont les plastiques, dont les pesticides, qui pour eux font partie du monde organique. Alors, faut s'articuler là. Je ne dis pas que la définition de la SVT est bonne ou mauvaise, mais il faut qu'on ait plus d'heures pour, en concertation avec la physique-chimie, débugger les catégories. Tout ça, ça se construit.
ou ça se déconstruit, ou c'est buggé. Alors. Et 2 questions, parce que je suis gourmande. La première, juste une estimation, allez, en pourcentage, comme ça c'est une réponse succincte. D'après toi, par rapport aux gens que tu rencontres, qui sont des décideurs, je suppose, parfois dans ton parcours, leur prise de conscience de l'urgence, etc., tu dirais qu'elle est à combien de pourcents ? Ils en sont où dans leur tête, en fait ? Je n'ai pas beaucoup de chiffres, mais 50% élus locaux, pour les élus locaux, 50%, voire plus. Au niveau du gouvernement, là, on est dans l'adresse politique, et donc on est proche de 0%. 5 minutes sur 3 heures d'interview pour Emmanuel Macron à la télé la dernière fois. Tu réduis ça en pourcentage, tu as ton... Super. Et ma deuxième question, je la pose un peu à tous les sachants que je croise, parce que je n'ai pas la réponse et parfois on me pose la question à moi aussi. Dans le grand système, le grand tout, nous les humains, on sert à quoi ? On sert à pisser et à chier. Et si on le met au bon endroit, ça s'appelle des engrais. On sert à respirer et ça fait du CO2. Et le CO2, c'est de l'engrais à plantes. Hein. D'ailleurs, les plantes poussent mieux depuis qu'il y a plus de CO2 dans l'air. Hein. Et la surcroissance des plantes fait partie des puits de carbone. Là où va le CO2. Donc, nous, on peut servir à ça, mais je vais vous dire, les espèces vivantes ne servent pas à quelque chose, sauf aux autres. Et donc, les espèces nous servent. On mange du blé, on mange du bœuf, on mange de la salade, d'accord ? Et nous, c'est à nous de voir comment on peut servir à ce que le monde dans lequel on vit continue à tourner. Et là, on a des moyens énormes. L'agriculture pas labourée, l'agriculture bio. Vous y êtes ? Mais dans le monde vivant, on ne sert pas à quelque chose. On finit par avoir une utilité parce que les autres s'adaptent à vous. Et là, les autres espèces n'ont pas eu le temps de s'adapter, faut qu'on se calme un peu sur tout ce qu'on s'autorise à faire, si on veut que la fête continue. Oui, moi j'ai une question par rapport à l'ici et maintenant. Alors, parce que demain, il sera trop tard. Donc ici et maintenant, on est des habitants de Châteauneuf-le-Rouge, avec un maire qui fait un prix pour la salle, mais qui ne l'offre pas gratuitement. C'est déjà une demi-démarche, et on a besoin des démarches à 100%. Comment on fait pour que les élus soient conscients, soient formés à l'Assemblée nationale, au niveau des communes, pour avancer? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous, dans nos petits jardins, même dans le geste d'acheter bio, qui allons être capables de changer les choses par rapport... Oui et non. Oui, parce que non, le jour où ce sera résolu, c'est quand 100% des gens mangeront bio, dont vous. OK ? Oui, je suis d'accord, mais 100% des gens, il faut déjà avoir les moyens d'acheter le bio, etc. Mais non, alors ça c'est... Bon, oui, mais je comprends ce que vous dites. Je suis d'accord, il faut manger, il faut moins jeter, etc. Mais je vais vous répondre, mais je veux, moi, savoir où on trouve de l'efficience pour avoir du résultat. Des élus formés, avec des lois, avec un Macron qui ne parle pas 5 minutes, mais... 50% et qui ne parle pas 3 heures non plus, si possible. Et qui parle pas 100% de son temps. On a plus je suis bavard, mais je n'ai pas arrivé à 3 heures, moi. Et aujourd'hui, alors, je veux dire, c'est extraordinaire, je pense que, ce que vous dites. C'est extraordinaire que vous soit là, mais c'est malheureusement pas assez, définitivement pas assez. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va dans la rue, on fout le bordel partout, on arrête les entreprises. Je pense que j'arrête. Vous devez réaliser que la poule et l'œuf, il n'y a pas de début, d'accord? Ça va? C'est quoi le début entre la poule et l'œuf? Bon, alors, c'est quoi le début entre... Et je sais que vous allez hurler parce que vous n'êtes peut-être pas comme ça, mais c'est quoi le début entre l'élu et l'électeur? L'électeur élit l'élu. L'élu fait des politiques, diffuse des discours qui influencent l'électeur, évidemment. Hein. C'est où le début de ça? Si vous me donnez le début d'un cercle, moi, je saurais faire dans cette histoire. C'est quoi? Parlons des journalistes, parce que c'est vrai que les journalistes, ils n'ont pas relancé du tout Macron dans les 5 minutes où il a parlé d'environnement, alors que le reste du temps, il le collait au talon pour l'emmerder. Alors que c'est sans doute sur l'environnement qui était le plus clairement en porte-à-faux par rapport à son action. Les journalistes, ils servent des informations qui construisent la tête des gens, et les gens, ils choisissent les journalistes qui lisent et qui valorisent et qui conservent leur emploi. Vous y êtes? C'est où? C'est la poule et l'œuf. Donc, vous êtes sur des dynamiques cycliques. Si dans ces dynamiques cycliques, vous essayez de montrer du doigt qui est la cause, vous essayez de trouver le début d'un cercle. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est peser partout. Partout, partout, partout. Par tous les moyens. Des conférences, des choses sur Internet. Si vous n'avez pas envie d'acheter mes livres, il y en a plein sur Internet, des heures gratuites.
Il y a plus de 650 opus en ligne où il y a mon nom, éventuellement avec d'autres gens qui sont même plus intéressants des fois. Bon. Vous pouvez acheter les livres. J'ai fait une BD sur les sols, malheureusement, elle n'est pas arrivée à temps à la librairie. Je vous dis ce que je fais. Moi, je fais tout ce que je peux. Je fais du conseil aux politiques. Malheureusement, ceux que j'ai conseillés dans les épisodes récents, ce n'est pas ceux qui ont emporté le vote. Hein. Je suis disponible pour eux. Je peux vous dire que je rencontre des gens comme Lisa Bellucco sur les sols, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, Nicole Bonnefoy sur les sols aussi, qui ont de la lumière dans la tête. C'est des gens éblouissants, qui se battent jour et nuit pour ça. Il y a des perles partout. Et je vais vous dire un truc. Comment il s'appelle le dernier ministre de... j'ai oublié son nom, le ministre de l'Environnement d'Emmanuel Macron, là, qui a eu il y a quelque temps, c'était un monsieur Béchu. Béchu, il a atterri là-dedans. Il n'y panait rien. Quand Béchu est parti de son ministère, c'était une pépite. Mais impuissante. Mais une pépite. Il avait tout compris et il se battait vraiment. Il avait pris en charge corps et âme le dossier. On pourrait parler de Corinne Lepage aussi. Mais c'est vrai qu'à un haut niveau de compétition politique, on commence à avoir des bêtes politiques qui sont bêtes. Parce qu'en fait, ils ne sont plus compétents sur le reste. Ils sont juste capables d'obtenir le poste. Donc, il y a des pépites partout, il faut changer partout. Mais là où il y a peut-être un début au cercle, c'est l'éducation. Et si demain, on a formé, je reviens à ma réponse, des cervelles qui raisonnent différemment, alors elles ne liront peut-être pas les politiques de la même façon, alors elles ne liront pas les mêmes journaux. Vous y êtes? Moi, la seule perspective de changement que j'ai, c'est le renouvellement des générations. Pour le reste, j'essaie de pousser partout, mais vous voyez, ça ne suffit pas. Alors après, vous pouvez choisir d'autres options. Moi, j'ai lu Comment saboter un pipeline d'Andreas Malmö. C'est en gros, faut-il rentrer en résistance violente en écologie? Et moi, je ne suis pas violent, mais j'observe que ce qu'il raconte à propos des suffragettes ou des droits sociaux au début du XXe siècle, du XXe siècle, c'est que quand certains sont devenus violents, c'est là qu'on a commencé à écouter les non-violents. Mais honnêtement, étant non-violent, je ne suis pas sûr que j'ai envie que ma société se transforme en champ de bataille. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Vous vous démerdez. Moi, je continue à raconter ma sauce, puisque moi, je vous rappelle que je ne suis pas en train de faire de la politique, même si ça touche à la politique. Je suis en train de donner les faits et de délimiter les zones interdites des zones possibles. Parce que ça vous paraît peut-être très militant, tout ce que je dis. Mais en fait, moi, je vous traduis en termes sociétaux des faits scientifiques. Bonjour, moi c'est Jean-Luc Debar, j'habite à Gardanne. Je suis dans plusieurs associations aussi d'éducation à l'environnement. Entre autres, je vous demande donc, pour être efficace, il faut adhérer aux associations. Il y a un réseau régional d'éducation à l'environnement qui s'appelle Graine PACA. Mais je voulais... Graine est membre de Biogé. Peut-être. Ça, je suis sûr. Je connais pas tout. Du coup, vous avez parlé de la forêt en partie. Et du coup, pour agir immédiatement, entre guillemets, au moins un minimum, il y a une enquête publique sur la centrale de Gardanne. Là. On se bat depuis 12 ans contre la destruction des forêts. Et donc, c'est jusqu'au 6 juin. Et je vous invite tous à participer à l'enquête publique. Il y a une pétition qui vient de sortir pour une loi pour des forêts vivantes qui vient de sortir sur Green Voice. Et puis pour vous, Marc, comment votre impression sur ce qu'on fait des forêts? Je pourrais vous lire le tract, mais j'en ai quelques-uns là, voilà. Mettez-les à l'entrée pour tout le monde. Moi, je connais mal les situations locales comme ça, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, là où vous avez raison, c'est à un moment, il faut s'investir aussi au niveau associatif. C'est une des façons de pousser sur la société et de décaler ces cercles vicieux vers des cercles vertueux. C'est une centrale à quoi? C'est une centrale biomasse. Oh, me faites pas de dessin, oui, la biomasse. Soit elle vient de loin, soit elle vient de près, c'est encore pire. On en avait parlé de ça. Tu m'en avais parlé, il me semble. Oui, merci pour l'humour. Hein. Franchement, ça fait du bien. Mais il reste que ça, alors. C'est au niveau des
L'éducastration, j'étais sidéré. Déjà, je veux remercier la FNSA de labourer depuis 1945. Ça a permis de contribuer, pallier au réchauffement climatique. Merci. Mais après, j'étais sidéré de voir, au niveau de la conscience, je citerai pas le nom, donc il y a des fermes photovoltaïques, non, il y a des serres photovoltaïques pour faire de la culture en Provence. Et ils n'ont pas le droit de récupérer l'eau. Ça part à la rivière, au fleuve, et ça inonde à Cannes. Et une aberration. Et la dernière chose que j'ai vraiment constaté, c'était édifiant. C'est le jeune à 8 à 10 ans, il conduit toutes les voitures, les pick-up, les camions de la ferme, mais il conduit aussi le tracteur de 40 tonnes, quoi, déjà, à 8 ans. Donc, comment voulez-vous le convertir ? Alors, vous avez raison, en agriculture, un des freins, c'est que quand vous changez, c'est un peu comme si vous disiez que vos parents n'avaient pas bien fait. Mais en même temps, ce qu'il faut répondre aux jeunes agriculteurs, moi je le fais souvent dans les lycées agricoles, et ce que je leur dis, c'est, mais si tu fais différemment de ton père, et évidemment en creux, ça veut dire qu'il n'a pas fait parfaitement, mais va regarder les photos de famille et compare l'exploitation de ton père à celle de ton grand-père. Et demande-toi si la force de ton père, ça n'a pas justement été de faire un peu différemment de ton grand-père. Vous voyez, je ne juge pas forcément ce qu'a fait le père, je juge la capacité à changer. Qui est en fait simplement, et c'est important pour plus globalement toute l'agriculture française, la capacité de s'adapter au fait que l'histoire n'est pas finie et que les conditions changent, les données changent, les choses qu'il faut faire changent, il faut évoluer, quoi. Donc, la force de l'agriculture française, c'est sa capacité d'adaptation, et quelque part, ce que nous vendent aujourd'hui un certain nombre de politiques, ça nie la force de construction civilisationnelle qui a toujours animé la France, et d'aller de l'avant. Et quand on dit on ne veut pas de surtransposition, merde, la Révolution française, c'était pas une surtransposition en droit français par rapport aux autres. La surtransposition, c'est faire plus en France qu'ailleurs en Europe. La Révolution française, c'était pas un plus. Le parapluie atomique, c'est pas un plus. Moi, je veux de la surtransposition parce que je veux que mon pays soit moteur et je veux que demain, il ne soit pas largué. Bon, alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une formation dans les lycées agricoles qui est faite de, disons, 20% de lycées agricoles qui incarnent une nouvelle agriculture et qui forment les jeunes à ça, et 80% ou 70% qui prennent pas tellement position, voire même qui sont très conservateurs. Et de toute façon, quand les jeunes arrivent dans le milieu, ils sont tous dans des dynamiques assez pourries, parce que quand vous avez 3 voisins, c'est difficile de faire la révolution, quoi. Sinon, vous ne parlez plus à personne, quoi. Et donc, on a aujourd'hui une agriculture qui meurt de solitude. On l'a dit avec le problème de la reprise, et ça n'aide pas du tout à imprimer des dynamiques nouvelles. Et c'est vrai que les lycées agricoles n'aident pas tellement à ça non plus. Moi, je pense qu'il faut croiser les doigts pour que demain, ce soit les citoyens qui envoient des signaux très nets. Excellent, merci pour cette excellente conférence qui est vraiment un moment inoubliable.